Donc bonsoir, bonsoir à tous. Je reviens vers vous. Je reviens vers vous après avoir fait un live ce matin. Donc je reviens vers vous après avoir fait un live ce matin. Donc ce matin, on a fait un petit live Japap concernant Longue Longue. Et donc on s'est bien amusé. Des gens nous ont expliqué qu'un ingénieur qui aime faire les Japap et machin, budget, bla bla bla. Il se trouve qu'aussi le même ingénieur, c'est-à-dire moi, j'ai l'habitude aussi de donner sur la même chaîne des programmes qui sont pédagogiques. Et ils ne font pas beaucoup full. Hein. Ils ne font pas full. C'est-à-dire que ce n'est pas là où on vous voit le plus. C'est-à-dire que là, quand c'est des contenus pédagogiques, on ne vous voit pas là-bas en masse pour dire « Ah, c'est ça qu'on attend de toi ». En fait, on voit toujours des animaux venir polluer. On ne vous voit pas. Pourtant, je l'ai fait souvent. Ça arrive que je les fasse. Donc, je donne souvent des contenus pédagogiques. On ne vous voit pas. En revanche, quand je m'attaque à vos intérêts, c'est là où vous nous sortez la pleureuse, comme d'habitude, quand vous savez pleurer. Dans une série de programmes, il y a un programme qui avait été établi par les membres de mon équipe qui m'a signé un certain nombre de tâches, à savoir discuter de la philosophie, de la dissertation avec vous, de discuter de la physique, donc de choisir un sujet général sur lequel je parlerai avec vous pour le vulgariser. Et enfin, parler des statistiques, même si je trouve que j'en parle déjà assez, quasiment ça intervient dans tous mes directs. Et bien sûr, en dernière position, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Putain, je suis coincé, donc je n'ai pas le dernier parti du programme. Donc, vous qui aimez ce qui est sérieux, prouvez-moi donc, partagez. Si vous aimez me voir dans cet exercice-là, soyez 1000. Comme ça, j'arrêtais de dire le gros cul de la matière des gens et on sera plutôt sérieux. En revanche, si vous êtes 20, 30 ou 40, ne venez pas après à 600 dans un programme me dire que je ne sais faire que ça. Vous voyez, parce que c'est votre travail. Vous demandez des choses sérieuses, mais en attendant, vous êtes versé sur les directs des pétasses de Facebook. Quand il s'agit des directs où on parle de cul, de qui a baisé avec qui, on vous voit là-bas en masse. Vous êtes là-bas versé que waouh, pour parler trivialement. Mais évidemment, quand on est sur des choses qui sont sérieuses, on ne vous voit pas. Donc, il y a des jeunes de terminale qui préparent actuellement le bac, qui préparent actuellement le bac. Et donc, je pense qu'avoir une petite discussion sur un certain nombre de concepts sur lesquels ils ont travaillé dans l'année, dans le but de les vulgariser, peut peut-être leur donner une certaine orientation, je ne sais pas, une certaine passion. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler de l'énergie. Voilà, je vais parler de l'énergie parce que ça, on parle beaucoup de l'énergie. Ah, bah on a coupé. Quand les gens disent qu'on a coupé l'électricité, bah, c'est l'énergie électrique qui n'a pas été fournie. Quand quelqu'un dit qu'il est fatigué, bah, c'est l'énergie qui manque pour travailler. Quand vous entendez parler comment dire, de la diminution, hein, de la crise de l'énergie sur la planète Terre, c'est-à-dire que les ressources en énergie baissent, ben voilà, vous entendez parler de ça. Et j'aimerais justement vous préciser un certain nombre de langage, comment dire, un certain nombre de choses sur ces concepts-là, à ma façon. Hein, ça va être un même mot, donc ça ne va pas être forcément des trucs hyper compliqués, rassurez-vous. Voilà. Donc, on va parler de l'énergie. Donc, on va aborder à peu près la crise de l'énergie sur Terre. On va définir ce que c'est que l'énergie. Et vous allez comprendre en fait que beaucoup de gens parlent de l'énergie, mais déjà confondent beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de confusion au niveau de l'énergie. Mais beaucoup de gens parlent d'énergie tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans le terme principal qui va avec. Vous savez qu'on parle rarement d'énergie sans parler d'entropie, mais je pense qu'en terminale, beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'on appelle entropie. Je ne sais pas si ça a changé. En tout cas, moi, je l'ai vu, j'ai entendu parler de ça en première année en entropie, qu'on présentait souvent avec l'enthalpie en même temps, comme c'était deux choses pareilles, mais ça n'avait rien à voir. Tu entendais souvent les gens dire entropie, enthalpie, comme si c'était deux concepts jumeaux, mais en fait, c'est deux concepts clairement qui n'ont rien à voir. Quoi. Donc, voilà. Donc,
Donc, voilà, donc partagez le live, partagez le live, partagez le live. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Voilà, vous êtes 40, hein. Le matin, quand j'ai dit que je devais fumer longuet, je me suis mis là, je ne sais pas moi quoi, je ne sais pas, en 5 minutes, il y avait combien de personnes? En 6 minutes, il y avait 250 personnes. Là, on va parler d'énergie. En 6 minutes, il y a 40 personnes. Bravo les Noirs. Bravo, bravo. C'est un peuple qui refuse la connaissance. C'est vous qui refusez l'accès à la connaissance. Et personne, hein, le blanc n'a jamais été là pour vous empêcher. Le blanc a ouvert ses bibliothèques. Le blanc vous a donné ses livres. Vous n'êtes juste pas allé lire. Les Chinois, eux, ont lu. Les Chinois, eux, ont lu les livres du blanc. Mais vous n'êtes pas allé lire les livres des blancs. Vous vous êtes contenté de regarder Barça, Ronaldo, Messi. Voilà. Et je tiens à rappeler ici que les questions débiles vont être bloquées, bien sûr. Quand quelqu'un me dit « qu'est-ce que tu vas dire ?» Bah, bloqué, voilà. Donc les connards, pareil, quand vous voyez comme ça, vous pouvez ne pas rester si vous trouvez que c'est trop sérieux pour vous, barrez-vous. Hein. Ce n'est pas parce que je déplore qu'il y ait peu de gens, barrez-vous. Si vous trouvez que c'est trop sérieux pour vous, barrez-vous. Point, vous barrez. Alors, si je demande l'énergie comme ça, là, vous êtes 40 personnes, on va un peu la faire là, de façon participative. Ce direct sera après diffusé dans YouTube et permettra aux jeunes d'aller regarder là-bas. Si je demande comme ça par hasard, c'est quoi l'énergie? Si je vous demande par hasard, c'est quoi l'énergie? Qu'est-ce que vous savez de l'énergie? Qu'est-ce que vous savez de l'énergie? Comme ça, là, dans vos têtes. Qu'est-ce que vous savez de l'énergie? Bon, je vais enlever mon chewing-gum. Bon, alors l'énergie c'est quoi? Aristote définissait l'énergie comme la force en action. Ça, c'est la première définition de l'énergie. Ça, c'était très longtemps avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 350 avant Jésus-Christ, Aristote avait déposé les premières bases de ce qu'on appelait l'énergie, qui était la force en action. Il est où mon téléphone? Ben, il est là. Tu me donnes d'abord une taxe. Une quoi? Une taxe, avant que je te rends. Bah non, c'est à toi de me donner une taxe, c'est toi qui me l'as pris. Non, il était là. Donc ça, c'est la première chose. Donc Aristote, en fait, avait défini l'énergie comme la force en action. Qu'est-ce que ça veut dire la force en action? En fait, ceux qui ont déjà fait le calcul d'une énergie dans leur vie à peu près comprennent ce que ça veut dire. Il avait symbolisé ça comme ça, que c'est une force en action. À l'époque, on ne savait pas encore vraiment quantifier une force ou je ne sais pas trop. Donc, pour lui, l'énergie, c'est une force en action. Ça, c'est la première définition d'Aristote. Et puis, vers le XVIIIe siècle, il y a un certain Bernoulli. Donc Jean, spécialement. Vous savez, la famille Bernoulli, je vous disais l'autre jour que, ah oui, c'est une sacrée famille. Hein. C'est autre chose que la famille Niat, Kama, la Pantéo, la famille Niamsi. Hein. Pas pareil. Hein. Vous voyez la famille Niamsi, non? La famille Bernoulli, c'est exactement pas ça, quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, la famille Bernoulli, c'est une famille de très grands savants. Hein. On a deux Nicolas Bernoulli, deux Jean Bernoulli, d'ailleurs. Et d'ailleurs, parfois même, j'arrive pas à savoir lequel. Hein. Donc, je sais que c'est des Jean Bernoulli. Jean Bernoulli était le deuxième à partir du XVIIIe siècle, dans les années 1700, à déposer la deuxième définition de l'énergie. Donc, vous savez que ça a traversé tous les siècles, celle d'Aristote, la force en action. Oui, quand Newton regarde les astres se déplacer, pour lui, c'est la force centrifuge en action. Donc, vous voyez, hein, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, il se dit hein, que je ne sais plus si c'était Kepler ou... Il y a quand même un des scientifiques qui avait très bien décrit le mouvement des astres, mais en disant que c'était un ange qui était derrière les planètes et qui poussait les planètes, en fait. Ça, c'est très drôle, ça même. Vous savez que même les gars, quand ils n'avaient pas encore toutes les choses pour télescoper, ils avaient de l'imagination de ouf. Il fallait déjà imaginer que les astres suivent une certaine trajectoire, mais poussés par des anges. Bon, donc en fait, ils avaient vu que c'était un ange qui poussait à l'arrière de la planète.
Bon, on sait aujourd'hui que ce n'est pas ça, en fait. C'est une force qui est dans ce sens-là, en fait. La seule force qui fait bouger la planète, c'est les forces centrifuges ou centripèdes. Enfin, bref, c'est des forces axiales. Ce ne sont pas des forces tangentielles. Mais lui, il voyait un ange pousser de façon tangentielle un astre, pardon. Donc, mais bon, pour dire. Donc, bref, ça a traversé toutes ces époques-là. Et donc, Jean Bernoulli, hein, qui est d'ailleurs le frère de Daniel Bernoulli, qui est le frère de Daniel Bernoulli. Bernoulli, c'est celui qui a écrit le théorème de Bernoulli, hein, qui dit que sur une ligne de courant, la pression totale se conserve, c'est-à-dire que la pression statique, plus la pression dynamique, plus la pression gravitationnelle se conserve. C'est valable uniquement sur une ligne de courant. Voilà. D'ailleurs, je dis c'est valable sur une ligne de courant parce qu'on utilise souvent cette explication-là pour justifier la portance d'un avion, alors que ce n'est pas vrai, quoi. Donc, pour faire croire en fait que c'est la même ligne de courant qui ferait que bah, si l'un passe par le bas, l'autre passe par le haut, celui d'en haut est plus accéléré que celui du bas et puis ils se croisent, ça fait que forcément, comme il va plus vite, bah, pression plus faible. Ah oui, puisque comme ça se conserve, tu augmentes. Là, tu diminues la vitesse, tu augmentes la vitesse, forcément tu diminues la pression. Or, la pression, la portance, c'est la pression en fait. C'est la pression, c'est la différence de pression entre les deux faces. Mais donc, ce n'est pas une explication convaincante. Bref, c'est l'explication, souvent, c'est l'une des explications, c'est l'une des hypothèses avancées, mais ça ne suffit pas, non, ça ne suffit pas. Donc, Jean Bernoulli avait dit qu'en fait, une énergie, c'est le produit d'une force exercée sur un corps par le déplacement infinitésimal. Là, ça commence à venir dans la tête de quelqu'un qui a déjà vu. Là, ça commence à venir dans la tête. Donc, c'est le produit d'une force par un déplacement infinitésimal. Ah, ça c'est pas mal ça, Bernoulli. Ça c'est pas mal. Donc ça c'est la deuxième définition de Bernoulli, quelque part au XVIIIe siècle. Mais c'était déjà bien. C'était des définitions partielles, hein, c'était des définitions partielles. En revanche, au XIXe siècle, il y a deux gars, deux Allemands, Planck et Helmholtz. Voilà. Planck et Helmholtz. Voilà, c'est Helmholtz. Planck et Helmholtz. Et donc, Planck et Helmholtz en sont arrivés à la conclusion que l'énergie, en fait, c'est une grandeur qui se conserve. Ah ben, c'est bizarre ça. On dit tout le temps qu'on a perdu de l'énergie, qu'on a dépensé de l'énergie. Et Planck sort comme ça, Max Planck, il sort. Pas Max Seigneur Ivoire, attention. Il s'appelait Max Planck, mais il n'y a rien à voir avec Max Seigneur Ivoire. Bon, très bien. Donc, Max Planck dit que l'énergie est une grandeur qui se conserve. C'est intéressant ça quand même. Mais on dit tout le temps qu'on dépense de l'énergie, qu'on a gaspillé de l'énergie. Oh putain, j'ai perdu une énergie folle. Mais quelque chose qu'on perd ne peut pas se conserver. Il dit que ça se conserve. Et pourtant, il a raison. Et on va bien le savoir, on va savoir pourquoi tout à l'heure. Et après, bon, il y a une dame là, dans les années 30, qui s'appelle Emmy Noether. Donc, elle n'est pas très connue, hein, elle n'est pas très connue. Elle n'est pas très connue du tout. Donc, elle a donné une définition plutôt proche de celle d'Albert Einstein, qui est plutôt einsteinienne, hein, une définition einsteinienne de l'énergie, parce que jusqu'ici, on est dans les définitions newtoniennes. Hein, donc, ça appartient au domaine de la mécanique newtonienne. Et là, elle a donné une définition einsteinienne de l'énergie, qui est que c'est l'invariance des lois de la physique par la translation du temps. Ouais, c'est trop compliqué en fait. Et quand c'est relatif à Einstein, j'avoue que parfois il faut que je lise 3 fois moi-même pour comprendre. C'est-à-dire qu'elle dit ceci, l'invariance des lois de la physique par translation de temps implique la conservation d'énergie. Bon, ça c'est... Oula. Et puis Einstein, lui, vient derrière pour ne pas arranger les choses, il rajoute son truc de E égale à mc carré. Tu vois, genre pour dire, bon, vous êtes déjà assez fou comme ça, bah, j'en rajoute. Donc, donc, du coup, voilà, donc on va rester plutôt sur la définition, on va rester plutôt sur les définitions de Bernoulli. Je ne sais pas si je vois vos commentaires, on va rester plutôt sur les définitions de Bernoulli, hein, qui dit que c'est le produit d'une force par une grandeur infinitésimale. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous savez tous hein, que la définition de Bernoulli correspond plutôt au travail d'une force, hein, puisque le travail d'une force, c'est F scalaire dl. Donc, dl étant le déplacement infinitésimal et F, le vecteur force, donc l'énergie, c'est F scalaire dl. Voilà. Donc ça, on sait aujourd'hui que c'est ce que disait... Attention à ne pas confondre le travail avec le moment d'une force, parce que c'est la même unité. Hein. Le moment, c'est une grandeur dont la dimension, c'est le Newton
fois mètre. Et le travail, c'est une grandeur dont la dimension aussi, c'est le newton par mètre. Ben oui, puisque c'est le newton multiplié par une force. Sauf que pour le cas du moment, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le moment, c'est une force multipliée par la distance qui sépare le point d'impact de la force avec la droite d'axe. Pardon. C'est le produit de la force avec la distance qui sépare la droite d'action de la force avec l'axe. Quand on parle de moment, c'est forcément sur un objet en rotation. Donc, il dit en rotation, c'est en rotation autour de quelque chose. Donc, en rotation autour d'un axe. Donc, ce n'est pas la même chose. Hein. Le travail, c'est le déplacement d'une force. C'est comment une force elle est traînée. Et le moment, c'est une distance et ce produit d'une force. En fait, c'est un produit vectoriel. Pour dire simple, le travail, c'était un produit scalaire. Et le moment, c'était un produit vectoriel. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, bien que les unités soient les mêmes, le Newton-mètre. Voilà. Et donc là, on a à peu près la définition de l'énergie. C'est-à-dire que l'unité de l'énergie, c'est le joule, du nom de James Joule. Voilà, c'est le nom de l'unité de l'énergie, c'est ce qui a été choisi. Et ce que les gens font souvent, la plupart du temps, comme confusion, c'est confondre l'énergie avec la force ou la puissance. Voilà, il y a souvent une confusion entre les trois. Quand vous posez la question aux gens, c'est quoi une énergie? La définition qui était souvent donnée, c'est parfois soit une force, soit une puissance, mais rarement une énergie, en fait, c'est la capacité d'un corps à passer d'un état A vers un état B. Voilà. Plus vous avez de l'énergie, plus vous pouvez faire des changements d'état. En fait, c'est aussi ça la définition de l'énergie, c'est la définition thermodynamique, c'est une capacité de changer d'état, de passer d'un état A à un état B. Ça, c'est l'une des définitions de l'énergie. Et beaucoup de personnes, justement, confondent énergie et puissance. Vous pouvez avoir des choses qui soient très puissantes, mais qui ont très peu d'énergie. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est une sorte de... La puissance, c'est une sorte de débit, on va dire. C'est comme un robinet, en fait. L'eau serait l'énergie et le débit d'eau serait la puissance. Le débit d'eau, c'est la quantité d'eau qui est déversée pendant une unité de temps. C'est comment est apportée l'eau. La puissance, c'est la quantité d'énergie qui est fabriquée par unité de temps, tout simplement. C'est ça une puissance. C'est comment on produit l'énergie, c'est comment on utilise l'énergie, pardon. C'est comment on transforme l'énergie, parce qu'on ne produit pas l'énergie, attention, on dit produit l'énergie. C'est comment on transforme l'énergie au fur et à mesure. Et donc, vous pouvez avoir des corps très puissants, mais qui ont très peu d'énergie. Par exemple, si je vous parle du TNT, c'est une bombe que tout le monde connaît. La puissance d'une bombe TNT, c'est de l'ordre de 6 mégajoules. C'est de l'ordre de 6 mégajoules. 1 kg de TNT, c'est 6 mégajoules. 1 litre d'essence, c'est 48 mégajoules, c'est-à-dire 8 fois plus. Là, le problème, c'est que le TNT... bravo mon garçon, tu es frère. Le problème avec le TNT, c'est que il délivre toute sa puissance et sa capacité. L'avantage du TNT, enfin suivant, puisque le TNT, on l'utilise pour bombarder, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Le TNT délivre toute l'énergie qu'il a en un temps record. Donc, il a une très forte puissance. Sa capacité à restituer toute cette énergie-là en un temps court. C'est ça qui fait la force du TNT. Alors que l'essence, tu vas l'utiliser pendant un processus court. Donc, l'essence va avoir 48 mégajoules, mais il va le délivrer pendant une certaine période, quoi. Par exemple, quand vous conduisez la voiture, c'est 6 litres au 100. 6 litres au 100, ça veut dire que si vous consommez 6 litres au 100, ça veut dire que vous avez consommé à peu près 300 mégajoules pour 100 km. 300 mégajoules. Donc, si vous divisez par... si vous roulez à 100 km par heure, c'est 300 mégajoules par heure, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous divisez 300 mégajoules par 60, ça vous donne à peu près 5 mégajoules par minute. 5 mégajoules par minute. Donc, l'essence va délivrer 5 mégajoules par minute, bien que son énergie interne soit de 46 mégajoules. Il va délivrer 5 mégajoules par minute, alors que le TNT va délivrer les 6 mégajoules qui sont stockés en lui en quelques secondes. Vous voyez? Donc, vous voyez donc la différence entre la puissance et l'énergie. C'est pareil. Vous pouvez avoir un bassin d'eau. Vous pouvez avoir un château d'eau qui délivre de l'eau. Qui a peut-être, je ne sais pas moi,
5000 litres d'eau. Donc, qui délivre de l'eau avec un robinet à un débit de 3 litres à un rythme de 3 litres par minute. Donc, le bassin a 3 litres par minute. Et puis, vous avez une bassine. Vous avez une citerne, je ne sais pas moi, qui explose, quoi, qui a haute pression, par exemple. Cette citerne transporte de l'eau à 4 bars. Elle n'était pas assez solide. Elle se perce, on va dire. Eh bien, l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous avez cette quantité d'eau qui sort d'un coup. Il y avait peut-être 300 litres d'eau dans la citerne, mais ça produit un souffle énorme. Voilà. Mais alors, pourtant, le château d'eau qui a 5000 litres d'eau, hein, il continue à délivrer l'eau tranquillement. Pourtant, le château d'eau a plus d'énergie que cette citerne-là. Mais ben voilà, donc vous voyez à peu près la différence entre le concept de puissance et le concept d'énergie. Et donc, par exemple, chez vous, quand vous payez la consommation à la fin du mois, vous payez une quantité d'énergie que vous avez utilisée et non pas une puissance. Il y a une puissance disponible. La puissance disponible, c'est la quantité d'énergie que tu peux disposer par heure, quoi, ou en minute, en une seconde. C'est-à-dire, on te dit, voilà, ton installation a 5 kW. Ça veut dire que tu peux utiliser, c'est 5 kW. 5 kW, donc le watt, c'est le joule par seconde. Hein. Le watt, c'est juste le joule par seconde. Donc 5 kW, ça veut dire 5 kJ par seconde. Ça veut dire que dans ton installation, tu as une disponibilité énergétique de 5000 joules par seconde. Par exemple, si toutes tes installations, là, si tous les appareils que tu as chez toi, s'ils ont une consommation instantanée qui peut dépasser 5 joules par seconde, ça va conduire à une baisse de tension ou à un déclenchement du disjoncteur, quoi. Voilà. Donc, quand on dit ta puissance à 5 kW, ça ne veut pas dire que tu consommes 5 kW. C'est simplement qu'on dit, voilà, pour ton installation, on dit que tu as 5 joules par seconde de disponible. Mais tu n'es pas obligé de tous les consommer, mais par contre, tu peux pas aller plus que ça. Si tu installes un moteur très puissant, une grosse pompe dans ton jardin, qui fonctionne, une grosse pompe qui appelle 10 kW, si ton installation c'est 5 kW, ça ne peut pas tenir. Voilà. C'est le même principe avec l'eau. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de consommer 300 litres d'eau par jour, et ton installation peut être dimensionnée pour délivrer 10 litres par seconde. Ça ne veut pas dire que tu consommes 10 litres par seconde, c'est simplement que ton installation est dimensionnée pour 10 litres par seconde. C'est-à-dire que si tu lances l'arrosage, tu déclenches le remplissage de la piscine, ta femme ouvre l'eau du bain et ta fille prend la douche pendant qu'il y a une autre qui fait la vaisselle, si tout ça ne dépasse pas 10 litres par seconde, tu es bon. Mais si l'ensemble de toutes ces opérations peut dépasser 10 litres par seconde, ton installation ne pourra pas tenir. C'est simplement la différence qu'il y a entre le débit et la quantité d'eau. Donc, ça nous ramène à la puissance. La différence entre la puissance et la quantité d'énergie. Donc, la puissance, là, apparaît donc comme le processus, comme la quantité d'énergie qui est transformée pendant une certaine durée déterminée, tout simplement. C'est la façon, la quantité d'énergie apportée, voilà. J'essaie de jouer sur les termes parce que si je dis produit, ça risque de contredire ce que je vais dire tout à l'heure, à savoir que rien n'est produit, tout se conserve en fait. Rien ne se crée, tout se conserve. Donc, ça risque d'apporter une contradiction. Mais sinon, dans une conversation normale, j'aurais parlé de production. Mais comme je m'apprête à vous parler justement d'énergie, il ne faut pas que je vous apporte des termes qui vont créer la confusion. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais aborder un deuxième sujet, c'est la crise de l'énergie sur Terre. Vous entendez dire, ah, il n'y a plus assez d'énergie sur Terre. Les énergies se terminent. La diminution de l'énergie. Quand on dit crise, c'est qu'il y a diminution. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'arrive plus à avoir assez pour tout le monde. Mais c'est un problème, en fait. C'est-à-dire qu'on nous a tous dit, d'après le premier principe de thermodynamique, que l'ensemble de l'énergie, l'énergie totale d'un corps, se conserve. Ça, c'est le premier principe de thermodynamique. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est le premier principe de thermodynamique. Hein. Je ne sais pas trop comment le reformuler, parce que j'ai oublié, mais vous savez, quand vous comprenez un truc, il faut d'abord l'intégrer pour vous-même. Il faut d'abord l'intégrer pour vous-même, en fait. Donc, le premier principe affirme donc que globalement, l'énergie se conserve. On ne sait pas d'où ça vient. Hein. Pour vous dire, on ne sait pas d'où ça vient. On sait simplement que c'est là et ça se conserve. Bon, maintenant, si quelque chose qui est là et qui se conserve, comment on peut donc dire que c'est en train de finir? On entend partout à la télé qu'il n'y aura plus assez de carburant, qu'il n'y aura plus assez d'énergie, qu'il n'y aura plus assez d'eux, qu'il n'y aura plus assez d'eux. Et pour ça, il convient en fait
Ça fait appeler justement le deuxième terme dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'entropie. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on parle des différentes formes d'énergie. Vous connaissez combien de formes d'énergie? Nous avons l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie électrique, l'énergie chimique et l'énergie thermique. Voilà les différents types d'énergie qu'on peut avoir. Énergie potentielle, énergie chimique, énergie électrique, énergie cinétique, pardon, et énergie thermique. Donc il y en a 5. Hein. Quand je recommence à compter. Énergie potentielle, énergie chimique, énergie électrique, énergie mécanique et énergie thermique. Il y a 5 formes d'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on sait déjà. Par exemple, pour vous parler en termes d'énergie, si vous... Excusez-moi. Je ne sais pas si jusqu'ici vous comprenez. S'il y a quelqu'un qui veut que j'explique quelque chose, je peux expliquer. S'il y a des choses que vous aimeriez que j'explique, vous me dites. Hein. Je peux expliquer. Il y en a qui vont peut-être vouloir que je spécifie chaque forme d'énergie. Alors l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est associée au mouvement d'un corps ou d'une particule. C'est-à-dire que c'est l'énergie, si vous êtes immobile, vous ne pouvez pas avoir d'énergie cinétique. Mais bon, pour ne pas compliquer l'histoire, la notion d'immobilité depuis Einstein ne veut rien dire. Mais vous savez que peut-être là, quand vous êtes sur place, là, comme moi dans mon salon, je me déplace à 100 000 km à l'heure, à l'instant T là. Ça dépend du référentiel. Si c'est par rapport à ma fille qui est derrière moi là, je suis immobile. Si c'est par rapport au centre de la Terre, je ne suis plus immobile. Si c'est encore par rapport au Soleil, je suis à 100 000 km par heure là, actuellement. Là, je me déplace à 100 000 km par heure. Donc toi, tu te déplaces, actuellement, tu te déplaces à 100 000 km par heure. Tu te rends compte ce que ça veut dire? 100 000 km par heure autour du Soleil. Donc, quand on dit mobile, ça dépend. Voilà. Oui, la Terre tourne, donc elle se déplace, elle va très vite. Elle va très vite. Donc, voilà. Donc, pour ne pas compliquer les choses, on va dire, dans le référentiel terrestre, mon énergie cinétique est nulle. Voilà. Donc, ma vitesse, c'est les zéros. Voilà. Et si je suis à l'arrêt, je n'ai pas d'énergie cinétique. Maintenant, l'énergie thermique, c'est l'énergie que dégage, c'est l'énergie thermique en fait, c'est une énergie cinétique aussi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. L'énergie thermique, c'est aussi une forme d'énergie cinétique qui symbolise le degré d'agitation dans les molécules. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir. Mais vous allez comprendre que c'est une énergie désordonnée, l'énergie thermique. L'énergie électrique, c'est proportionnel à la quantité d'électrons, hein, la quantité d'électricité en fait. La quantité d'électricité, c'est l'énergie électrique. Voilà, c'est le déplacement des électrons. Donc voilà, on quantifie tout ça, on a tout ça dans les joules. Et puis on a l'énergie potentielle, c'est l'énergie qu'on a du fait de l'altitude auquel on se trouve. Voilà. Par exemple, là je suis au sol, donc je n'ai pas d'énergie potentielle, je ne peux tomber nulle part. En revanche, si je me présente au bord d'une falaise qui a une hauteur, qui a 100 mètres de hauteur, là j'ai une énergie potentielle intéressante. Environ 800 000 joules quand même. Hein, pour un gars de 80 kg comme moi, j'ai 800 000 joules. C'est énorme, 800 000 joules. Donc si je me mets au bord de la falaise comme ça, j'ai 800 000 joules. Voilà. Quand je suis dans un TGV, si je suis dans un TGV qui se déplace à 500 km à l'heure, j'ai 1 million de joules. À peu près. Enfin non, pas 1 million, j'ai 80 kg. Comment je calcule ça? Fait même pas de calculette ici. Donc on va dire à peu près 800 000 joules pareil. Hein. On va dire 800 000 joules. J'ai 800 000 joules pareil. À 80 kg, j'ai 800 000 joules. C'est ça, 800 000 joules. Si vous êtes dans un TGV qui se dépasse à 500 km à l'heure, c'est ça, ça fait 800 000 joules. Donc, dans un avion qui a 500 km à l'heure, moi, avec mes 80 kg, j'ai 800 000 joules. Voilà. 800 000 joules aussi, c'est ce que j'aurais. C'est ce que j'aurais sur moi si par rapport à ma température normale, c'est ce que je gagnerais si j'avais la fièvre. C'est-à-dire que si mon corps chauffait de passer à 40 degrés, j'aurais reçu 800 000 joules ou j'aurais produit 800 000 joules de chaleur. C'est ce qu'il faut à peu près pour changer mon corps de 3 degrés à peu près, je crois. Hein, je ne sais plus. Mais je pense que pour faire varier mon corps de 3 degrés, c'est 800 000 joules aussi, hein, si vous calculez aussi, je pense. Voilà. Donc ça, c'est les 3 formes d'énergie. Maintenant, quand on parle de crise, on va symboliser un peu ce type d'énergie.
s'il vous plaît, mes chers amis. On va symboliser un peu ces formes d'énergie. Papa, j'ai dégommé ton t-shirt. Mais quand je suis concentré là, je suis en train d'enseigner. Donc, fuis. Quand j'ai fini tout à l'heure. Commençons par l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est l'énergie que dispose cette télécommande du fait qu'elle a ma hauteur. Donc, si je la laisse tomber, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, si je l'ai là, la somme, son énergie totale, puisqu'elle est fixe, elle n'a pas d'énergie cinétique. Donc, elle est à l'arrêt, V égale à 0. Elle a une énergie potentielle du fait de la hauteur. On va dire 1,80 m qui est ma taille. Ça, c'est l'énergie totale qu'elle dispose. Si je la laisse tomber, est-ce qu'on peut savoir comment évolue sa vitesse le long de la chute? Oui, on peut la savoir. On peut savoir. On peut savoir comment ça évolue parce que le premier principe dit que l'énergie se conserve. Ça veut donc dire que s'il a une certaine quantité d'énergie, chaque fois qu'il va perdre en altitude, cette énergie va se convertir en énergie cinétique parce que quand il commence à se déplacer, il acquiert de l'énergie cinétique. Cette énergie cinétique ne peut venir nulle part que de l'énergie qu'il disposait déjà au départ. Donc, quand il chute, au fur et à mesure que sa vitesse augmente, son altitude baisse. Donc, à chaque fois, il y a juste une conversion entre les deux. Oh, énergie, mais gagne! Oula. Donc, à chaque fois, il y a conversion entre les deux. Et donc, c'est juste un transfert, en fait. C'est juste un transfert qui est entre les deux. C'est par rapport au premier principe. Hein. Et à chaque fois, donc, jusqu'au sol. Donc, on peut calculer avec précision la vitesse du mobile au sol à partir de sa hauteur. Parce que l'énergie se conserve. Premier principe de thermodynamique. Mais la question que vous avez envie de me poser, c'est... Il était là. Il avait telle énergie potentielle. Il est arrivé au sol avec telle énergie cinétique. Mais du coup, il est au sol. Il est immobile. Il ne bouge plus. Mais où est passée l'énergie? Où est donc passée l'énergie à ce moment-là? Ça, c'est la question que vous avez envie de vous poser. Vu qu'on dit que rien ne se crée, rien ne se perd. Où est donc passée cette énergie? Eh bien, elle s'est transformée en chaleur. Quand un corps frappe le sol, il y a production de chaleur. Il y a transfert, il y a conversion. Toute l'énergie cinétique se transforme en chaleur. Et le véritable système où vous pouvez vérifier ça, c'est les freins. C'est pour ça que quand une voiture qui vient de freiner de 100 km à l'heure à zéro, n'allez pas toucher les disques de frein. Ça brûle. Ça brûle beaucoup. Beaucoup. Toute cette énergie cinétique-là a été transférée sur les disques de frein. C'est pour ça. L'échauffement des disques de frein peut être calculé avec précision. Si une voiture a 100 km à l'heure, une voiture de masse M, il y a 4 disques de frein dans la voiture. Donc, ça veut dire que l'énergie cinétique de la voiture à 100 kg, si la voiture fait 1 tonne, on va dire, elle se déplace à 100 km par heure. Donc, elle a une certaine énergie cinétique. Cette énergie cinétique, déjà, va être répartie sur les 4 disques. Et donc, on peut calculer l'échauffement de chacun de ces disques à partir de l'énergie cinétique d'avant. Donc, toute l'énergie cinétique va être transformée en énergie calorifique. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et vous allez me dire, mais Serge, comment tu peux dire que rien ne se perd là? Quand le disque il a refroidi, l'énergie elle est partie où? Mais elle a été cédée à l'environnement. La Terre est un système isolé. Donc cette énergie-là qui part des disques réchauffe la planète de quelques milliardièmes de degrés. Mais ça, on ne peut pas le percevoir, la planète ne peut pas le percevoir. La fourmi qui a 30 cm peut percevoir cela, mais pas à l'échelle de la planète. Donc elle est cédée à l'environnement immédiat. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois que vous vous arrêtez, vous transférez toute l'énergie que vous aviez, vous convertissez ça en chaleur. Voilà. Donc, vous voyez jusqu'ici, il y a toujours conservation. On peut prendre aussi l'exemple d'un skieur qui part du début de la montagne, donc il est à 100 mètres d'altitude, il a 100 kg le skieur, donc il a 1000 joules environ, 1000 joules je pense, 100 mètres. Il descend la colline, donc au fur et à mesure qu'il descend la colline, vous avez un transfert, on suppose qu'on néglige les frottements, pour le premier exemple. Il y a un transfert
entre l'énergie potentielle qu'il avait au début de la colline. C'est pour ça que quand vous êtes en haut de la colline, vous pouvez avoir de la vitesse. C'est parce que vous avez de l'énergie potentielle du fait de l'altitude. C'est pour ça que quand vous mettez quelque chose sur la colline, ça descend tout seul. C'est l'énergie potentielle. Et quand ça commence à descendre tout seul, ça veut dire que vous avez l'énergie potentielle qui se convertit en énergie cinétique, qui te donne de la vitesse. Donc ce skieur descend la colline. Il descend la colline. Jusqu'en bas de la colline, il a une énergie potentielle nulle et une énergie cinétique maximale. Et donc, c'est ce qui lui reste. C'est l'élan. C'est tout l'élan qu'il a acquis lors de la descente de la colline. Et puis, au bout d'un certain temps, il s'arrête. Où est passée l'énergie? Eh bien, elle a été dissipée en frottement sur la neige, sur l'air, ainsi de suite. Si vous calculez, vous pouvez savoir à peu près de combien la Terre a gagné en termes de degrés, quoi, tout simplement. Donc, je pense que vous commencez déjà à voir où je vais en venir. Donc, c'est pour dire en fait que l'ensemble de ces énergies, on peut les catégoriser en deux formes d'énergie. Il y a ce qu'on appelle l'énergie utile, qui est dite énergie libre, et l'énergie inutile, qu'on appelle la chaleur. La chaleur, oui, la chaleur. Ah oui, il y a beaucoup de gens, quand je dis à chaque fois inutile, la chaleur, ils ne comprennent pas. Alors, je tiens à rappeler ici que on n'entend pas énergie utile, une énergie à partir duquel on peut produire du travail. Quand vous pouvez utiliser une énergie pour produire du travail, eh bien cette énergie, elle est utile. Est-ce que je peux utiliser l'électricité? Le travail, je vous ai donné la définition tout à l'heure. Le travail, c'est utiliser une force pour produire un déplacement. Quand vous pouvez utiliser une énergie pour produire un déplacement par une force, là, vous avez fabriqué du travail, cette énergie est utile. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on peut déplacer un objet avec on peut déplacer un objet avec. Une énergie est utile lorsqu'on peut l'utiliser pour déplacer un objet. C'est ça une énergie utile. Est-ce qu'on peut déplacer un objet avec une énergie chimique? Ça, c'est la première question. Est-ce que je peux déplacer un objet avec... D'ailleurs, quand j'entends par énergie chimique, qu'est-ce qu'on entend par énergie chimique? Prenons un exemple. Eh bien, sachez que la nourriture que vous mangez tous les jours, c'est une énergie chimique. C'est une énergie chimique, mes chers amis. La nourriture que vous mangez, c'est une énergie chimique. Samara Photo, faites très attention. Je savais très bien que quelqu'un me ferait la remarque. Il faut faire très attention. Je parle là des systèmes isolés. Réfléchis 2 secondes. Si tu sais de quoi je parle, réfléchis 2 secondes, le temps de ne pas dire une autre connerie. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. On n'en est pas encore là. Tu es très en avance dans ce que je vais dire. Donc, ne va pas chercher les centrales thermiques, les moteurs thermiques aussi. Hein. Mégane, est-ce que vous pouvez faire le bruit à l'extérieur, s'il vous plaît? Mais c'est toi qui fais plus de bruit. Mais oui, mais je suis en train de parler quand même. Donc, vous faites ce que vous faites, donc vous pouvez faire ailleurs. Alors, ce que je fais là, je le fais là. Allez à l'extérieur, s'il vous plaît. C'est plus joli à l'extérieur qu'à l'intérieur. Allez-y à l'extérieur. Attends, on finit. Donc, tu vas dans les centrales chercher trop loin. Tu aurais pu me parler des moteurs de bagnole, par exemple. Tu aurais pu me parler des moteurs de bagnole, tu vois. Donc, je suis bien conscient de cela. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ça ne contredit en rien. Donc, il y a 2 formes d'énergie. S'il vous plaît. Vous allez faire quoi dehors? Faites un tour à l'extérieur. Je m'en fous ça, tu m'expliqueras ça après. C'est pas maintenant, je vais regarder les habits que tu portes. Donc, je vous disais qu'on peut scinder toutes les énergies en 2 catégories d'énergie. Les énergies qui sont dites libres, donc qui sont utiles, et les énergies qui sont inutiles. L'énergie, je vous ai donné les 2 définitions. Donc, mais attends, je parle à Savannah. mais elle parle non. Ah non, mais je peux pas. Il faut être T'aimes les brownies? T'aimes les cookies? Oui. Je perds mon fil à chaque fois, quoi. Un cookie? Oui. C'est un brownie recouvert de cookies. Ah, c'est bien. Oui. Ouais, l'année dernière, je l'ai fait pour mon anniversaire et Allez, j'ai sa part. Donc j'étais en train de dire, je vais répéter la même phrase 5 fois, vous savez, c'est pas facile. Donc, je disais qu'en fait, il y a 2 types d'énergie, 2 catégories d'énergie. Énergie utile, énergie inutile. Les énergies utiles, c'est ce qu'on appelle une énergie libre. C'est celle qu'on peut utiliser pour produire du travail. L'énergie chimique, on le retrouve par exemple dans l'essence.
Dans un litre d'essence, comme je vous ai dit, il y a 41 mégajoules. 41 mégajoules dans un litre d'essence. Mégajoules, ça veut dire 1 million de joules. Hein. Donc, il y a 41 millions de joules dans un litre d'essence. C'est une énergie qui est dans le litre d'essence, qui est chimique. Donc déjà, je tiens à rappeler à ceux qui ont l'habitude de dire qu'on peut fabriquer une voiture avec l'eau et que c'est simplement que les gens ne veulent pas. On ne peut pas. C'est une question de pouvoir calorifique. Donc, c'est parce qu'il y a de l'énergie dans l'essence qu'on peut l'utiliser dans un moteur pour produire du travail. Et le moteur n'est pas un système isolé, Samara Photo. Donc, réfléchis encore 2 secondes, tu vas comprendre pourquoi. Dans le temps qu'on y revienne. Le moteur, la turbine, tout ce que tu veux là, tous ces appareils, toutes ces machines thermiques ne sont pas des systèmes isolés. Donc, c'est pour ça. Deuxièmement, et je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, dans l'énergie, dans l'essence, il y a de l'énergie chimique. Dans le pétrole, il y a de l'énergie chimique. Dans ce que tu manges, il y a de l'énergie chimique. Par exemple, dans le pain, dans 100 grammes de pain, il y a environ 1 million de joules. Donc, quand je te fais manger 100... Prenons par exemple une personne qui a 100 kilos. Je vais prendre une personne qui a 100 kilos comme Max. Max, Seigneur Yvon. Il a environ 100 kilos. Si je vais lui donner 1 million de joules, pour comprendre à peu près la différence d'énergie, si je vais lui donner 1 million de joules, j'ai 4 possibilités, ou 5 d'ailleurs, 4 possibilités. Puisque l'énergie électrique, c'est une conséquence derrière, donc c'est pas évident. Soit je le prends, je le ramène à 1000 mètres d'altitude. Vous faites MGH. 100 fois 10 fois 1000, ça fait 1 million de joules. Donc, il a environ 1 million de joules. Soit je le propulse à 140 mètres par seconde, c'est-à-dire environ 500 km par heure, plus que la vitesse du TGV. Et là, il aura environ 1 million de joules. Donc, dans les deux cas, on peut utiliser cette énergie. Troisième cas de figure, je peux lui donner une baguette de pain, hein, une baguette de pain de 100 grammes de manger. Dans une baguette de pain, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai un emballage ici. Dans une baguette de pain. Dans les baguettes de pain, on a souvent ça. On a souvent ça sur l'emballage du pain. Si je cherche. Voilà. De toute façon, je pense qu'ici on va l'avoir dans une baguette de pain ou dans du pain de mie. Voilà. L'énergie pour 100 grammes, c'est 1060 kJ, donc bien 1 million de joules pour 100 grammes. Pour 100 grammes de ce pain, j'ai 1 million de joules. Ça veut donc dire que, je disais tantôt, que si je prends un gars comme Max, je vais lui donner 1 million de joules, j'ai 4 possibilités. Possibilité numéro 1, je lui fais manger 100 grammes de ce pain de mie là. Là, il aura 1 million de joules. Je le prends. Je le monte à une altitude de 1000 mètres. On peut prendre une bouteille? Non, tout à l'heure. Attendez, je finis, je reviens. Donc, je le monte à 1000 mètres d'altitude. Je peux lui communiquer 1 million de joules. Avec ça, à 1000 mètres d'altitude, il a 1 million de joules comme énergie interne. Je peux le propulser, le catapulter à 500 km par seconde, à 140 mètres par seconde, il aura environ 1 million de joules. C'est-à-dire qu'il va se déplacer à 500 km par heure. 1 million de joules. Ou alors, je le réchauffe, on va dire, de 3 degrés environ. Je le réchauffe de 3 degrés environ. Et il aura toujours les 1 million de joules. Dans un premier cas, si je lui donne 100 grammes de baguette, de pain, une fois qu'il a mangé, il a 1 million de joules. Je peux lui demander de tondre ma pelouse. Je peux lui demander de laver mes assiettes. Je peux lui demander de monter un mur dans mon jardin. Donc, je peux utiliser cette énergie pour faire du travail. C'est donc une énergie utile. Et oui, l'énergie qu'il y a dans ce pain-là, c'est une énergie utile. Deuxième chose, si je le monte à 1 mètre d'altitude, à 1000 mètres d'altitude, je peux l'utiliser au travers d'une poulie comme contrepoids pour faire monter une charge.
Et l'action de faire monter une charge, c'est de déplacer le poids d'une charge. Donc, c'est de créer du travail. Je peux l'utiliser comme contrepoids. Ou alors, avec 500 km par seconde, 500 km par heure, je peux l'utiliser pour catapulter un autre objet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux utiliser ça pour faire du travail. Le problème maintenant avec la chaleur, c'est que si je le chauffe de 3 degrés, Samara, photo, qu'est-ce que je peux en faire de max? Si je prends max, je le chauffe juste de 3 degrés, qu'est-ce que je peux en faire? Rien. Sinon, ça voudrait dire que quand vous avez de la fièvre, parce que quand vous avez de la fièvre, vous avez plus d'énergie que quand vous n'en avez pas. Votre corps a plus d'énergie du fait de sa chaleur, de sa température, a plus d'énergie que lorsque vous n'avez pas de fièvre. Donc, quand vous avez 3 degrés de température là sur le thermomètre, c'est 1 million de joules. Si vous avez 100 kilos comme max, c'est 1 million de joules que vous avez récupéré. On ne peut rien en faire. Vous n'êtes pas plus en forme quand vous avez la chaleur, la fièvre. Hein. Sinon, quand vous avez la fièvre, vous péterez la forme. Oui. Donc, c'est pareil pour les pâtes. Les pâtes, à peu près, c'est du blé. Tous les appareils, là, tous les repas là, à base du blé ont à peu près cette valeur nutritive de 1 million de joules par heure. Et puis, Samara, faut ceux qui me parlent de l'essence, il y a plusieurs types d'essence. Hein. Donc, ça part de 41 mégajoules à 36. Hein. Donc, voilà. Donc, on en a plusieurs. Donc, ça, c'était ce que je pouvais vous dire sur les types d'énergie. Maintenant, donc vous avez vu que tout se conserve à chaque fois. C'est-à-dire que je lui donne 100 kilos. Il peut me tondre la pelouse en déplaçant la tondeuse pendant un certain temps jusqu'à atteindre les 1 million de joules qu'il a mangé en fait. Voilà. Je peux décider par exemple que, bon, Max, tu vas travailler dans mon jardin et je vais te rétribuer en repas. Et la valeur du salaire que je donne, c'est la valeur de l'énergie qu'il a dépensée pour tondre ma pelouse. Ça veut dire que si ma tondeuse fait à peu près 50 kilos et qu'il faut qu'il pousse avec 10 newtons, qui rajoute 10 newtons dessus pour pousser, eh bien, on peut calculer l'énergie. Il suffit de multiplier la force par toute la distance qu'il va parcourir avec la tondeuse. Parce que même s'il fait les allers et retours comme ça, ben, c'est ça le trajet, hein. Le trajet il est là, quoi. Donc c'est F scalaire DL. À chaque fois, la force est parallèle à la direction. Donc tu peux multiplier la force par la longueur directement. Si tu intègres la force, tu peux multiplier la force qui dérive par la longueur. Imaginons qu'il doit parcourir 300 mètres pour tondre tout mon jardin. Il doit se déplacer de 300 mètres à la tondeuse pour tondre tout mon jardin en exerçant par exemple 10 newtons. Je ne sais pas moi, en exerçant, allez, on va dire 100 newtons. 100 newtons, ça veut dire 10 kilos, quoi. Il a besoin de pousser ma tondeuse avec 10 kilos, quoi. Ça fait 30 000 joules. Ça fait 30 000 joules. Donc, logiquement, si ça, c'est 100 grammes, ça veut dire que je prends 1/30 de ça. Vous faites 1000 divisé par 30, ça fait environ 30 000 joules. Je prends 1/30 de ce gâteau-là, je donne à Max. C'est ça son repas, en fait. Voilà. C'est pour dire que quand vous allez couper l'herbe dans le jardin d'une personne et vous lui demandez de vous payer en nourriture. Alors, si c'est le couscous manioc ou le quoi coucou, il peut vous donner toute la marmite, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Mon professeur de sciences en terminale disait toujours qu'il vaut mieux lécher une marmite, qu'il vaut mieux lécher une cuillerée de lait concentré que toute une marmite de fonio, qui avait plus d'énergie dans une cuillerée de lait que dans une marmite de fonio. Le reste, en fait, au niveau de la famine, c'est la sensation, en fait. Quand le ventre est rempli, on a l'impression d'avoir beaucoup mangé. Mais la réalité, c'est que le corps ne fonctionne pas comme ça. C'est qu'il y a une part de psychologie là-dedans. Mais dans le sens strict du terme, quelqu'un qui avale une cuillère de lait concentré a plus ingéré de l'énergie que celui qui a mangé une marmite de quoi, coucou, de fonio. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, disait mon prof de sciences. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais il disait ça, voilà. Un peu, tu sais, hein. Non, je voulais dire une connerie. Je voulais dire une autre connerie, bon, ouais. Donc, quand vous allez travailler chez quelqu'un, pour dire que, ouais, d'accord, vous allez travailler, qu'il vous donne du pain. Si vous avez cultivé du champ, il y a des chances que s'ils doivent vous payer un salaire proportionnel à l'énergie que vous avez dépensée, ça ne vaut même pas la moitié d'une baguette de pain. C'est ça que vous devez apprendre, les gars. Il y a une chance que ça ne vaut même pas la moitié d'une baguette de pain. Tu cultives un champ de 500 mètres carrés, on calcule l'énergie que tu as dépensée, c'est quelque chose comme 500 000 joules. On te dit, ah, ben donc c'est la moitié du pain, quoi. Donc ton salaire en joules, c'est la moitié du pain. Tu as dépensé 500 000 joules, ben je te donne 500 000 joules. Ah, les bénéfices de 100 joules, donc je rajoute un petit morceau de pain comme ça, c'est bon. Donc vous voyez que si on devait rémunérer les gens à hauteur des joules qu'ils dépensent,
je ne suis pas sûr qu'on serait gagnant quand même. Hein. Ça veut dire que si on voulait rémunérer un repas à hauteur de ça, on ne serait pas gagnant. Donc heureusement que c'est en 1 euro et pas en baguette de pain. Parce que je ne suis pas sûr que je dépense 1 million de joules par jour. Moi. C'est que je serais très gagnant. C'est que Berthier Le Camit serait payé mieux que moi. Oui. Si on payait en joules, Berthier Le Camit serait payé mieux que moi. Parce qu'allez, il va frotter les assiettes. Il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Et puis voilà. Donc, on a donc compris ce qu'on entend par conservation. Maintenant, si on s'intéresse au second aspect de la thermodynamique, le second principe de thermodynamique, c'est celui-là qui est le plus important et c'est celui-là qui explique la crise de l'énergie en fait, la perte de l'énergie. Que dit le second principe de thermodynamique? Que l'entropie d'un corps isolé ne peut qu'augmenter. Eh bien, tout à l'heure, je vous ai parlé d'énergie libre et d'énergie inutile. Eh bien, comment on quantifie l'énergie inutile? On multiplie la chaleur par une quantité S qu'on appelle l'entropie, tout simplement. C'est-à-dire que plus elle est grande, plus la part d'énergie inutile est importante. Une énergie donc inutile, quand une fois que vous l'avez utilisée, vous ne pouvez rien faire après. Quand vous l'avez c'est une énergie avec laquelle on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. On peut que chauffer, on peut qu'utiliser la chaleur pour chauffer, c'est tout. On ne peut pas utiliser la chaleur pour déplacer un corps. On ne peut pas utiliser la chaleur pour déplacer un corps. On peut utiliser la chaleur pour chauffer, oui, mais pour déplacer un corps, on ne peut pas. Si vous prenez un moteur, pour vous dire à quel point ces énergies ne sont pas équivalentes, vous prenez un moteur électrique, vous le mettez dans un système isolé, il continuera à produire de l'électricité. Vous prenez un homme qui a 100 mètres d'altitude, dans un système isolé, il peut produire du travail. Mais vous prenez un moteur thermique, dans un système isolé, il ne peut pas produire du travail. C'est d'ailleurs là où je vais te répondre, Samara. La définition, quand on dit dans un système isolé, rien ne se crée, tout se conserve. C'est la conservation dans un système isolé. Quand le système est ouvert, ça ne marche plus. Donc tout dépend de ce que tu entends par système à la base. Quand tu es dans un système qui est isolé, rien ne se perd, tout se crée. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se conserve. Il y a juste une transformation d'une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Mais il n'y a rien qui se perd. Par contre, quand le système n'est pas isolé, ça ne marche plus. Voilà. Ça ne marche plus. Donc, tout dépend de ce que tu entends par système. Dans un moteur thermique n'est pas un système isolé. Un moteur thermique, en fait, vous avez remarqué qu'elle rejette de la chaleur à l'extérieur. À partir du moment où elle rejette de la chaleur à l'extérieur, ça veut dire qu'elle refile son entropie à l'extérieur. Elle n'est plus un système, ce n'est plus un système fermé. En fait, dans un système thermique, vous avez le moteur qui fonctionne avec une source chaude et une source froide. Elle puise de l'énergie à une source chaude en la restituant à une source froide. Et le processus au milieu, c'est la production de travail. On a QC, QF, le travail. On a QC égale à W plus QF. Vous voyez ce que je veux dire? On a toujours W plus QF moins QC est égal à 0. C'est le premier principe de thermodynamique. C'est souvent ça. Donc, tu n'es plus dans un système isolé, puisque tu prends de la chaleur à une source chaude. Et le moteur thermique a l'obligation de refiler sa chaleur à l'environnement. Ce n'est pas spécialement par rapport à éviter une surchauffe. Ce n'est pas pour éviter une surchauffe. C'est d'abord même que thermodynamiquement, pour fonctionner, il doit rejeter la chaleur. Il doit se débarrasser de la chaleur. Il doit se débarrasser de cette entropie fermée pour recommencer un autre cycle. Donc, c'est une succession de cycles. Et donc, à chaque fois, le système n'est pas isolé. Et c'est parce que ce système n'est pas isolé qu'on arrive à produire du travail. Vous avez remarqué que c'est la détente. C'est le seul temps moteur. Dans un moteur à 4 temps, c'est la partie détente. C'est l'étincelle, c'est le foudroiement de l'étincelle qui repousse le piston vers le bas. C'est le foudroiement de l'étincelle qui repousse le piston dans l'autre sens. Donc, c'est le moment moteur, en fait. C'est le seul moment où on produit de l'énergie, en fait. C'est le seul moment où on produit de l'énergie. Donc, le moteur thermique a besoin, non pas spécialement pour se refroidir. Le moteur thermique ne rejette pas la fumée parce qu'elle a peur de la stocker ou quoi que ce soit. C'est d'abord vital pour le fonctionnement même du moteur. Sinon, il ne pourrait pas produire la chaleur. Si tu ne rejettes pas vers une source froide, eh bien, le système est cassé. Vous voyez bien qu'on a W plus QF égale à QC. Donc, vous êtes obligé d'avoir QF. Et Carnot vous dit
Vous ne pouvez jamais avoir QF égale 0. Vous ne pouvez jamais avoir une quantité de chaleur. Vous produisez la totalité en travail. C'est-à-dire que, que la fumée sort à une température négative ou à une température proche du zéro absolu. Non, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Carnot a bien placé la limite. Hein. La limite, dans la plupart du temps des moteurs thermiques, c'est 33%, 33 à 35%, quand on est très bon. Et pour augmenter les rendements des systèmes thermiques, on est obligé de pratiquer de la cogénération. Par exemple, dans un moteur thermique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on sait que la fumée en sortant, elle a encore de l'énergie? On utilise le débit de cette énergie et la pression pour actionner une turbine sur lequel est monté un compresseur, lequel va comprimer de l'air avant de la mettre dans la chambre de combustion. Et c'est donc ça qui rend aujourd'hui inutile la notion de grosse cylindrée. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est pour ça que vous n'entendez plus trop parler. Cette expression-là a disparu du langage commun. Grosse cylindrée, ça ne veut plus rien dire. À une époque, la seule façon d'avoir plus de puissance, c'était de brûler plus de carburant à un instant T. Et pour pouvoir brûler plus de carburant à un instant T, il fallait avoir une chambre de combustion plus importante. Et c'est là qu'on parlait de grosse cylindrée. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle quantité d'essence dans la cylindrée. Si vous remplissez la cylindrée d'essence, il ne se passe rien. Pour brûler l'essence, ça a besoin d'une quantité d'oxygène. Et si vous avez moins d'oxygène que d'essence, qu'il ne faut pour brûler une quantité donnée d'essence, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rejeter de l'essence à l'extérieur. Il y a de l'essence qui va ressortir dans les gaz d'échappement. Si vous avez plus d'oxygène qu'il en faut, ça va. Il vaut mieux qu'il y ait plus que moins. Comme ça, il y en a assez pour brûler le gaz. Et pour pouvoir avoir plus d'oxygène, il te faut plus de gaz. Et si ta chambre de combustion est petite, eh bien, tu ne peux pas en mettre plus. Tu ne pourras pas mettre n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est que sur cet arbre-là où est monté un turbocompresseur, il comprime l'air. Et quand vous comprimez l'air, une fois l'air comprimé, pour en mettre plus de quantité dans un volume réduit, l'air comprimé, si vous avez l'air à pression atmosphérique, elle tient dans 1 litre. Si vous augmentez la pression de cet air-là à 2 bars, la même quantité d'air peut tenir sur 1 demi-litre. Je ne sais pas, je ne dis pas, je n'ai pas fait le calcul, un PV puissance K, machin, donc bref. Donc la même quantité peut tenir dans 1 demi-litre. Donc, quand vous comprimez l'air, vous le mettez dans la chambre de combustion. Du coup, en termes de masse d'air, vous avez une quantité importante. Du coup, vous pouvez mettre plus d'essence. Et donc, vous aurez un couple plus important. Et qui dit couple plus important dit force plus importante. Et qui dit force plus importante dit donc puissance plus importante. Donc, la notion de cylindrée ne veut plus rien dire aujourd'hui à cause de cette efficacité-là qui est qu'on utilise l'énergie des gaz d'échappement pour comprimer l'air et le renvoyer dans la chambre de combustion. C'est une énergie quasiment gratuite. À une époque, elle était jetée. Aujourd'hui, vous l'avez gratuitement. Donc ça, c'est la première chose. Donc, le moteur thermique ne produit de la chaleur. D'ailleurs, il produit la chaleur à partir d'une énergie chimique. Hein. Ce n'est pas comme si le moteur thermique reçoit. Ce n'est pas comme si tu prends le feu. Hein. Si tu prends le feu, la chaleur, tu prends un chalumeau, tu brûles un moteur thermique avec, il ne produira pas de travail. Vous êtes d'accord? Le moteur thermique ne produit du travail que parce qu'il extrait l'énergie chimique du carburant. Tu prends un chalumeau, tu chauffes le moteur de la même façon, tu ne vas pas produire de travail. Ce n'est pas possible. C'est ce que je vais dire avec la chaleur. Vous ne pouvez pas. Je prends la chaleur, je te brûle, je te chauffe de 10 degrés, tu ne peux rien en faire. Voilà. Je te donne le pain, oui, je peux faire quelque chose. Je peux te demander de tondre ma pelouse, par exemple. Tu vois. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Et dans les processus, il y a ce qu'on appelle processus réversible et processus irréversible. Quand vous faites tourner le moteur d'essence dans l'autre sens en aspirant les gaz d'échappement, vous ne fabriquez pas l'essence. Vous ne fabriquez pas l'essence. Autre processus irréversible. Quand tu zoomes dans l'hangar, quand tu as vidé, si tu refais le même mouvement dans l'autre sens, le liquide ne va pas rentrer dans tes coucougnettes. Donc il y a des processus qui sont irréversibles. Quand tu fais comme ça, quand tu as fini, ça rentre. Voilà. Maintenant, si tu fais le même mouvement dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu refais le mouvement à l'envers, le liquide ne va pas être aspiré et rejoindre dans tes couilles. Ce serait trop beau. Voilà. Donc, c'est la même façon que vous ne pouvez pas prendre une pompe à l'entrée, mettre une pompe à l'entrée du gaz d'échappement, souffler le gaz d'échappement à travers le moteur, faire tourner le moteur dans l'autre sens et ressortir le carburant de l'autre côté et l'oxygène. D'un côté le carburant et de l'autre côté l'oxygène. Non, non, c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. C'est donc ça qu'on appelle processus irréversible. Je trouve que l'image est quand même pas mal, non? Là, moi, j'aime bien les images comme ça. Donc parlant de l'entropie, l'entropie, c'est quoi donc justement? C'est-à-dire que dès lors que vous faites une transformation en énergie,
vous dégradez forcément l'énergie. Et c'est la dégradation là qui produit l'entropie. Donc, chaque fois que vous transformez de l'énergie, vous dégradez une partie de l'énergie, puisqu'il y a toujours une partie qui est convertie en chaleur. Malheureusement, c'est la seule forme d'énergie inutile connue, c'est la chaleur. C'est que dès que tu transformes ton énergie en chaleur, tu ne peux plus rien en faire. C'est fini. Quand tu utilises la chaleur, l'électricité pour chauffer le grille-pain, là, pour actionner le grille-pain, quand tu as fini de griller ton pain, là, même si les grilles sont encore rouges, qu'est-ce que tu peux faire de cette énergie? Que dalle. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Donc, c'est ça que ça veut dire, en fait, une énergie qui est totalement inutile. Et quand je dis inutile, c'est au sens physique du terme. Hein. Bien sûr qu'on a besoin de chaleur pour se chauffer. Mais une fois que tu as commencé à chauffer, tu ne peux plus rien faire de cette énergie. C'est ça que j'essaie de vous dire depuis. Tu ne peux plus rien faire. Voilà. Ça, je ne sais pas si vous avez des questions pour cette partie. Donc maintenant, quand on parle des crises d'énergie, en fait, étant donné qu'on sait que l'énergie se conserve, en fait, elle se transforme juste. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'exemple de la télécommande, ça se conserve. À chaque fois, ça se transforme en énergie cinétique. D'ailleurs, c'est la somme énergie cinétique plus énergie potentielle, c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Donc, ça se conserve. La dérivée, c'est nul. Hein. La dérivée de ça, c'est nul. Par rapport au temps, ça n'évolue pas, ça se conserve. Et donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe, c'est que les énergies ne sont pas équivalentes, en fait. Le deuxième principe dit tout simplement que oui, même si les énergies se conservent, elles ne sont pas équivalentes. L'énergie électrique est bien plus noble, l'énergie mécanique est bien plus noble. Une énergie est noble quand on peut la transformer en d'autres formes d'énergie sans la dégrader. L'énergie mécanique, elle est noble. Quand vous transformez l'énergie mécanique en énergie électrique, vous avez un rendement qui est proche de 1. Quand vous transformez une énergie électrique en énergie mécanique, transformer une énergie mécanique en énergie électrique, c'est ce qu'il y a dans les turbos alternateurs. C'est ce qu'il y a dans les turbos alternateurs. C'est-à-dire que la détente de la vapeur au niveau des pales de la turbine entraîne le rotor qui, lui, fabrique par induction de l'électricité. Donc, ce processus est noble, c'est-à-dire que le rendement est proche de 1. Et l'inverse, c'est ce qu'il y a dans un moteur électrique. C'est-à-dire que quand vous actionnez un moteur électrique, l'énergie mécanique en sortie est proche de la quantité que vous avez absorbée sur le réseau. Donc, le rendement aussi est proche de 1. On parle donc d'énergie noble. Par contre, quand vous utilisez la chaleur pour produire de l'énergie mécanique, vous avez un rendement qui est plus proche de 0,3 que de 1. Donc, les rendements des moteurs thermiques sont à peu près de 30 à 35%. Si on avait des rendements de l'ordre de 1, ça veut dire qu'avec la même quantité d'essence, vous pourriez faire 3 fois plus de distance. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 60 litres pour faire 1000 km, tu mettrais simplement 20 litres pour faire les mêmes 1000 km. Mais comme le rendement est de 0,3%, à peu près, de 30% autant pour moi, il y a 70% qui est dégagé en chaleur. Donc, pour dire qu'il y a 70% qui se barre en fumée. 70% de tout ce qu'il y avait dans le carburant se barre en fumée. Il n'y a que 30% qui servent à faire avancer le camion, le TGV, l'avion, tous ces trucs-là. Mais 70% se barre en fumée. Et quand ça se barre en fumée, c'est toujours sur la planète, puisque la planète est un système isolé. Ça reste sur la planète, cette quantité de chaleur, mais simplement n'est plus utilisable. Une fois que les gaz d'échappement sont sortis du turboréacteur de l'avion, qu'est-ce que vous pouvez encore en faire? Vous ne pouvez plus rien en faire, c'est fini. Au début, vous avez l'énergie dans le kérosène. Pourquoi le kérosène est utilisé pour faire voler l'avion? Le kérosène est utilisé parce que c'est l'un des carburants les plus puissants, c'est-à-dire qu'il renferme plus d'énergie dans un litre. Et donc, avec un carburant puissant, un carburant très énergétique, pardon, qui renferme plus d'énergie dans un litre, vous pouvez voler avec une faible quantité. C'est-à-dire que si pour partir de Paris à New York, un avion a besoin, j'ai envie de dire, de 50 milliards de joules. Eh bien, avec le kérosène, qui est de l'ordre de 45 ou 50, je crois, le kérosène, c'est dans les 50 mégajoules. Si quelqu'un peut regarder, me dire, le kérosène, c'est autour de 50 mégajoules, alors que l'essence est autour de 39, 41, 36, 36, 37, 38, 39 ou 41. Ça dépend de comment c'est traité du coupage avec du plomb, parce que l'essence, c'est un mélange. Hein. L'essence que vous prenez à la pompe, c'est un mélange. Ce n'est pas l'essence 100%. Il y a beaucoup de mélange, il y a du plomb, il y a plein de choses qui sont rajoutées derrière. Et donc, ça a pour conséquence de baisser le pouvoir calorifique inférieur. Mais si vous prenez
l'essence, tous ces carburants, le kérosène est très puissant. Et c'est pour ça, quand on va déplacer une masse dans les airs, la quantité qu'on transporte est très importante. Donc, si vous avez un carburant qui est puissant, vous aurez moins besoin de transporter, vous aurez besoin de beaucoup moins de carburant. L'essentiel de la masse d'un avion au décollage, c'est son carburant d'ailleurs, juste comme ça pour information. C'est pas comme dans une voiture où la voiture fait 1 tonne, pardon, et le carburant dedans fait à peine 50 kg. Tout le reste, c'est la ferraille. Dans un avion au décollage, environ 30% de sa masse, c'est le carburant. Donc, c'est un peu comme si une voiture, c'est un peu comme si j'allais à la pompe pour charger ma voiture. Ma voiture fait 1000 kg. Pour faire une certaine distance, j'allais mettre 300 litres de carburant là-dedans. 300 litres de carburant, c'est déjà 30% de la masse de ma voiture. Non. Pour un avion, c'est ça. Ce qui fait donc que si on veut réduire cette masse, on a besoin d'un carburant puissant. Si on avait moyen d'utiliser... Oui, vas-y. Si on avait moyen d'utiliser l'hydrogène, ce serait encore mieux. Parce que l'hydrogène, en fait, c'est le carburant le plus puissant. Si on élimine l'énergie nucléaire qu'on ne compte pas comme carburant, machin, l'hydrogène, c'est très puissant. Mais l'hydrogène, c'est aussi très explosif et c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire fonctionner des avions à l'hydrogène. On préfère garder l'hydrogène pour des applications de type spatial, hein, les fusées. Voilà, tu es obligé d'utiliser l'hydrogène parce que pour une petite quantité, tu délivres beaucoup d'énergie. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'il fallait dire. Et donc, lorsque tu brûles le carburant, tu fabriques de l'entropie. Eh bien, ce n'est pas l'énergie de la Terre qui diminue. C'est la conséquence de ce raisonnement. C'est que c'est l'entropie qui augmente. Et le second principe dit que l'entropie ne peut qu'augmenter. Il ne peut jamais être constant, c'est impossible. Dès lors que tu transformes une énergie, tu perds forcément. Il n'existe pas de processus de transformation d'énergie qui ait un rendement de 1. Vous produisez forcément de l'entropie quand vous transformez de l'énergie. Et d'ailleurs, il serait quand même intéressant de revenir sur l'expression énergie renouvelable. Énergie renouvelable, ça veut dire en fait que la même énergie, on peut sans cesse la réutiliser. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Une énergie renouvelable, quand la façon de l'extraire est renouvelable. Par exemple, une énergie éolienne, c'est extraire l'énergie du vent pour faire tourner une turbine. Donc, on sait que le vent, il y en aura toujours. Et comme il y en aura toujours, cette énergie est disponible. Donc, en fait, c'est une énergie disponible ad vitam aeternam. Mais ce n'est pas une énergie renouvelable. Parce qu'une fois que le vent traverse les pales, produit de l'énergie cinétique au niveau des pales, et que cette énergie cinétique est transformée en électricité, une fois que cette électricité est utilisée, elle est dégradée. Mais simplement, comme il y a toujours du vent, c'est un processus continu. C'est pareil pour le soleil. L'énergie solaire, il y aura toujours du soleil. Mais il faut savoir qu'une fois que l'énergie est reçue du soleil, est transformée, elle est utilisée et dégradée. Donc, ce n'est pas une énergie renouvelable. Donc, c'est une définition. Bon, on sait très bien ce que ça veut dire, hein, mais énergie renouvelable, en fait, ça n'a pas de sens. Au sens même que l'énergie, on ne la crée pas. Voilà. On l'extrait, on la transforme, on la dégrade. On l'extrait, on la transforme et on la dégrade. C'est le processus d'extraction qui est renouvelable. Ce n'est pas l'énergie même qui est renouvelable, c'est son processus d'extraction. Quand un puits de pétrole, si on avait des puits de pétrole de capacité infinie, hein, si on avait une réserve de pétrole infinie, eh bien le pétrole serait une énergie dite renouvelable parce qu'on l'aura toujours en quantité suffisante. La production d'énergie, la transformation d'énergie partant du pétrole serait un processus constant et donc renouvelable. Le pétrole n'est pas une énergie renouvelable parce que sa source tarit. Donc au bout d'un moment, on pourrait ne plus en avoir. C'est une énergie qui n'est pas illimitée sur Terre. L'uranium, c'est une énergie qui n'est pas illimitée sur Terre. En revanche, toute énergie à base de l'eau est dite renouvelable parce que tant que la planète va exister, il y aura toujours de l'eau. Si un jour il n'y a plus d'eau sur la planète, ce n'est pas de l'énergie qu'il faudra s'en inquiéter. Ce n'est pas de l'énergie qu'il faudra s'en inquiéter, quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que l'eau est une énergie renouvelable. Quand vous avez un barrage, c'est une énergie renouvelable. Et d'ailleurs, le barrage même, c'est le processus de production d'énergie le moins dégradant. C'est-à-dire qu'il y a moins d'entropie avec les barrages. Parce que vous pouvez convertir, vous pouvez stocker. Une énergie aussi se distingue par sa capacité à être stockée.
Par exemple, l'énergie nucléaire, quand vous produisez, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Vous ne pouvez pas la stocker, il faut l'utiliser tout de suite. Donc, on balance ça partout. Quand vous produisez de l'énergie électrique, vous êtes obligé de l'utiliser. C'est directement injecté dans le réseau et c'est utilisé. Vous ne pouvez pas la stocker. L'avantage avec le barrage, c'est qu'on peut réguler la production de façon souple. On a une certaine souplesse. Et puis, si on se rend même compte qu'on a beaucoup produit, eh bien, une partie de l'énergie peut être envoyée. Si on produit une quantité d'électricité dont la ville n'a pas besoin, cette quantité d'électricité peut être envoyée dans des pompes qui remontent l'eau dans le bassin du barrage. Donc, c'est une énergie qui est plutôt à la fois renouvelable et souple. Les Congolais ont une source illimitée qu'on appelle le Congo, 44 gigawatts de potentiel. 30 centrales nucléaires, c'est l'équivalent. Le fleuve Congo, là que vous voyez, quand on regarde en Afrique, on néglige. Ce fleuve sera au Canada, en France, en Chine, en Italie, en Allemagne. Ils n'auraient aucune centrale nucléaire. Ils auraient exploité ce fleuve. L'énergie disponible dans ce fleuve alimente toute l'Afrique du Sud en électricité. Vous vous rendez compte? Et ça, le blanc ne vous l'a pas volé. Et ça, le blanc ne vous l'a pas volé. Donc, c'est bien d'aller chialer sur le pétrole. Hein. C'est bien d'aller chialer sur le pétrole. Bien, donc, vous avez à peu près compris que quand on parle donc de crise d'énergie, ce n'est pas l'énergie qui est perdue, c'est l'entropie. Quand vous ne me posez pas de questions, je n'ai pas forcément de fil. Autre chose, je voulais vous parler aussi de la formule de Einstein. La plus grande formule, la plus célèbre des formules du XXe siècle. Et d'ailleurs, de toute l'histoire de la physique, hein, E égale à mc carré. Voilà, ça c'est la formule d'Einstein, E égale à mc carré, qui est souvent écrite, bon, elle est écrite sur cette forme-là, mais elle ne permet pas très facilement de comprendre. Il faut l'écrire sur la forme M égale à E sur C carré. Là, ça devient très intéressant. Vous comprenez en fait qu'il y a une corrélation directe, il y a un rapport direct entre la masse d'un corps et l'énergie qu'elle contient. Eh bien, Einstein vous dit que dans un corps, sa masse est le niveau d'information de l'énergie qu'il dispose. Je suis donc obligé de reconnaître effectivement que Marx, qui a 100 kg et moi 80 kg, plus d'énergie que moi. Tu fais E égale à mc carré, moi j'ai 82 kg, lui il a 100 kg, bah, il a 20 kg, il a 20% d'énergie en plus que moi, quoi. Bon, voilà. Et ce qui est intéressant dans la formule d'Einstein, c'est qu'il dit toujours que quand vous avez un corps qui a de l'énergie, plus ce corps a de l'énergie, plus il est lourd. Vous avez le truc là, qu'on appelle ce truc là, Savannah là, le bidule là qu'on tient comme ça tourne entre les doigts, le mesh speeder, je sais pas trop quoi là, c'est comment on appelle ça? C'est le truc qui est triangulaire là, que tu le tiens sur la main comme ça, tu fais tourner. Elle est Viens, parce que j'ai un truc, je voulais prendre l'exemple de quelque chose, mais j'ai oublié le nom. Ma fille, elle connaît le nom, elle va me donner le nom. Charles, le truc là que tu mets sur les doigts, tu tournes là, ça s'appelle comment? Un speeder. Un speeder. Quoi? Un spinner. Un spinner. Ouais, un speeder. Hein? Un spinner. Un hand spinner, voilà. Donc je sais à quoi ça ressemble, mais je ne connais pas le nom. Eh bien, quand vous l'avez entre les mains, vous le fixez là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il est l'axe est fixe. Si vous le pesez, normalement, on fait ça. si vous le pesez, il pèse une certaine quantité. Après, il faut arrêter. Mais si vous le tournez, au moment où il est en train de tourner, vous le pesez, ben son poids il est augmenté. Parce que vous avez communiqué l'énergie cinétique et la variation de masse. Oui, pourquoi tu m'appelles? Mais c'était pour ça, justement. Tu l'as pas? Tu n'as pas ça? C'est un spinner, c'est ça? Un spinner, voilà, je ne connais pas. Eh bien, si vous le pesez, un hand spinner, merci bien. Parce qu'il dit ça depuis, je ne sais pas comment on écrit ça. Un hand spinner. Vous prenez un hand spinner. Vous le fixez comme ça sur la main. Il a une certaine masse. Vous commencez à le tourner à 150 tours par seconde. Eh bien, si vous le pesez à ce moment-là, sa masse a augmenté. C'est ce que dit Einstein. Sa masse a augmenté de quoi? De delta E égale à, de delta M qui est égal à delta E sur C carré, c'est-à-dire l'énergie cinétique. Bon, écoutez les gars, le terme sur le dénominateur, c'est quand même C carré, hein, c'est-à-dire 300 millions au carré, 300 000 au carré. C'est-à-dire 9 puissance 10. 9 puissance 10. Donc tu divises par 9 puissance 10 quand même. Donc c'est très peu perceptible.
Mais c'est comme ça que ça marche. Tu prends un corps, tu prends une bouilloire, tu prends une bassine d'eau, tu la chauffes, je sais pas moi, tu prends 1 litre d'eau, tu le fais passer de 20 à 80. Tu lui communiques environ 250 000 joules. Eh bien, si tu le pèses, sa masse a augmenté de 10 puissance moins 10 kilogrammes. Voilà, c'est pas perceptible, mais c'est ce que dit Einstein. Donc, sur le corps, sur l'eau, ce n'est pas très visible. Mais il y a des endroits où c'est visible. Quand tu prends tout ce qui constitue l'hélium, par exemple, tous les atomes de l'hélium, quand tu les prends séparément, ils ont une masse. Eh bien, quand tu les mets ensemble, ben, ils n'ont plus la même masse. La masse, elle a diminué, dis donc. En fait, pour dire que quand tu réunis plusieurs personnes, il y a une diminution de l'énergie, de la masse totale. Assembler les corps, c'est diminuer la masse totale. C'est-à-dire que tu prends 100 personnes. C'est un peu comme si tu prenais 100 personnes. Quand ils sont à distance, chacun pèse 100 kilos. Donc au total, quand tu les mets ensemble, tu dois avoir 10 tonnes, quoi. Tu les prends, tu les attaches. Enfin, si on prend 100 gars de la base, prenez 100 membres de la base. Chacun de son clan, son coin pèse 10 kilos. Bertie, le Camille, Max et tous ces gars-là. Ils pèsent chacun 100 kilos. Mais tu les prends, tu les attaches, tu les mets dans un cargo. Eh bien, ils pèsent, et puis chacun 100. Ils pèsent au total, ils devraient peser 10 tonnes. Mais en fait, ils pèsent genre 9800 kilos. Il y a 20 kilos qui a diminué. En fait, on interprète ça comme, en réalité, non pas la quantité d'énergie qui a été cédée lors de l'union, mais la quantité d'énergie qu'il faudrait produire pour les séparer. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et une autre analogie du truc, c'est, tu sais, quand tu es en train de draguer une gars, quand elle est à 100 mètres, deux, vous avez chacun une certaine masse, quoi, du fait de l'énergie potentielle de l'une par rapport à l'autre. Et puis quand tu es dans l'hangar, vous êtes déjà assemblés, eh bien la masse n'est plus la même. Ça, c'est Einstein qui le dit. Quand tu es sur l'hangar, l'ensemble, le système total formé par vous deux, la masse totale de vous deux, l'un dans l'autre, c'est plus la même que la masse totale de chacune des deux, séparément. C'est fou ça quand même. C'est-à-dire que quand tu vois l'hangar à distance, tu fais 100 kg, elle fait 100 kg. Donc on prend Max et Salomon, 100 kg, 100 kg. Donc à distance, ils ont une certaine masse chacun, donc 200 kg tous les deux. Mais tu prends Max, tu mets dans Salomon, tu prends Salomon, tu mets dans Max, tu mets dans Salomon, pardon. Eh bien, ça donne 190 kg. Il y a 10 kg qui ont sauté. Pardon. Non, pas encore. Donc, enfin, je grossis un peu le terme, mais ce n'est pas 10 kg. En fait, c'est très peu perceptible. Mais c'est dû à l'énergie potentielle. C'est-à-dire que quand les corps sont distants, ils ont une énergie potentielle qui est due à la loi de Newton, l'un par rapport à l'autre, qui fait que ça augmente, ça donne que 100 kg plus 100 kg, ça donne 200 kg. Mais quand tu les mets côte à côte, tu annules cette énergie potentielle. Le fait d'avoir perdu de l'énergie potentielle, eh bien, ils ont perdu de la masse parce que delta M égale à delta E sur C carré. Voilà. Donc, si tu peux calculer la quantité d'énergie et du coup, la quantité d'énergie qu'ils ont perdue, et en fait, c'est la quantité d'énergie qu'il faudrait produire pour les séparer. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que du coup, si tu veux les séparer, mais il te faut produire cette quantité d'énergie. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas voir les choses comme la quantité d'énergie perdue lors de l'assemblage. Ça n'a pas trop de sens. En fait, c'est la quantité d'énergie qu'il faut produire pour les séparer. Voilà. Et c'est le même principe de la fission nucléaire. C'est quand vous avez deux atomes qui se désintègrent, qui se transforment, qui passent d'un atome à un autre en libérant de l'énergie. C'est-à-dire que la séparation, la fission des deux atomes libère de l'énergie. Voilà, c'est un peu comme si Marx et Salomon étaient des atomes. Le fait de retirer Marx dans Salomon produit de l'énergie qui permet de chauffer de l'eau, lequel va passer dans une turbine, qui va passer dans un générateur de vapeur, enfin, qui permet de chauffer de l'eau, lequel passera dans un générateur de vapeur. Cette vapeur-là va aller se détendre dans un turbo-alternateur, dans une turbine sur laquelle est monté un alternateur qui produit l'électricité. Enfin, c'est fou ça quand même. C'est exactement ce qui se passe à l'échelle de l'atome. C'est-à-dire que c'est deux Jojo qui sont collés, qu'on ne sait pas en libérant l'énergie. Et du coup, ça devient bizarre. Je sais ce que vous me dites. Comme les Bamileke adorent mettre leur grain dans tout, là, séparer les gens qui s'entendent. Vous êtes en train de dire que les Bamileke sont producteurs de l'énergie? Peut-être. Peut-être. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire sur l'énergie, sur une sorte de vulgarisation de l'énergie. Je ne sais pas ce que je peux rajouter de très intéressant. Je n'ai pas de questions. Si je regarde un peu si j'ai des questions. Donc, il y a aussi quelque chose que je voulais aborder avec vous. Il y
a aussi quelque chose que j'aurais voulu aborder avec vous. Alors, où est-ce qu'il est le truc Donnez-moi 2 secondes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Et le principe du hand spinner est le même, hein, c'est-à-dire que tu prends un ressort qui a une certaine longueur, tu le comprimes. Une fois que tu l'as comprimé, bah, il a une énergie supérieure parce que bah, quand vous comprimez un ressort, vous stockez de l'énergie potentielle. Hein. Il a de l'énergie potentielle. Mais voilà, comme le terme du dénominateur, c'est C carré, il n'y a que dans très peu de cas, comme par exemple dans un proton, par exemple, et dans le hélium, qu'on arrive à cerner clairement les différences intéressantes. Ah putain. Voilà. Alors, donc, j'ai Alice qui m'a fait un protocole qui pouvait aider certains bacheliers à être plus efficaces. Donc, les questions que vous devez vous poser avant de commencer un examen, je vais vous les lire. Hein. Que dois-tu emporter avec toi? Ça, c'est la première chose que tu dois te poser comme question. Ensuite, tu dois te poser à chaque fois dans un exercice. Ensuite, tu dois te poser la question dans un exercice. Que vaut chaque point par rapport au temps? C'est-à-dire que tu regardes un exercice, tu regardes le temps que ça te coûte pour régler le problème. Et te demander que vaut chaque point par rapport au temps. Tu dois te poser la stratégie que tu dois adopter par rapport à ta propre capacité. Ça suppose que tu maîtrises tes propres capacités toi-même. Alors, tiens, j'ai quelque chose là qui commande dans 2 minutes. Excusez-moi, putain, merde. C'est mon PC qui plante là. C'est mon PC qui plante. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Alors, l'exemple sur Mark Zuckerberg aurait aussi pu être appliqué sur El Chenou violant une de ces nanas. Hein, donc, alors, il y a une personne qui dit la différence contraire entre système pseudo et système isolé. Déjà, tu demandais juste plus haut quel est le type de système qu'on rencontre sur Terre. Attends, moi, j'ai mon PC qui plante là parce que j'étais en train de lire quelque chose là pour les étudiants. Vous êtes en train de faire quoi, les filles? Un gâteau. C'est quoi, c'est un gâteau? Oh putain, ce PC là. Donc, j'étais en train de lire ton truc là, Alice. Hein. Ça déconne, ça déconne, ça déconne. Est-ce qu'elle Alice... Alors, quelques systèmes d'exemple de systèmes isolés. Oh, tu prends simplement la définition de système isolé. Aucun échange d'énergie entre l'intérieur et l'extérieur. Hein. Ça peut être une énergie thermique, mécanique, tout ce que tu veux. Dès lors qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, le système est isolé. Par exemple, une enceinte adiabatique. Une enceinte adiabatique n'échange pas de chaleur avec l'extérieur. Ça veut donc dire que tout le processus qui se déroule à l'intérieur est un système isolé. Si tu prends un bunker adiabatique, dans lequel tu produis de l'énergie thermique, de l'énergie électrique, de l'énergie mécanique, si rien ne sort de cette enceinte, l'enceinte est un système isolé. Donc tout se conserve. Ça veut donc dire que la source de l'énergie vient de l'intérieur, le produit de la transformation reste à l'intérieur. Maintenant, un système pseudo est dit pseudo-isolé quand la somme des actions mécaniques qui s'y exercent se compense. Par exemple, tu prends une voiture que tu veux pousser. Elle a son poids. Tu la mets en lévitation si tu veux. Tu la mets en lévitation. Bah, c'est un système pseudo-isolé. C'est-à-dire qu'il y a une force électromagnétique qui compense le poids.
Les deux actions sont la force électromagnétique et le poids. Les deux se compensent. Sir, Yes, sir. Alice demande c'est quel numéro elle peut t'appeler. Attends, tu n'avais pas pour appeler sur celui-là, le numéro qu'elle appelle habituellement. Qu'on appelle habituellement. Elle a essayé dessus. Il dit que tu peux appeler sur le numéro habituel. L'autre numéro. Ouais, donc, pas sur celui-là, Alice. C'est pas le bon numéro, Alice. Sur l'autre numéro. Sur l'autre. Le numéro avec 07, là, le numéro de la page. Pas sur celui-là. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Puisque je vais manger, ça me dit que je vais prendre 5 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Parce que moi, je vais bientôt arrêter. Allô? Allô? Yes. Bonjour, bonjour. Comment va? Ça va, Alice? Ça va très bien. Super. Juste comme ça, en passant, Samara Photo qui demande si on peut donner des exemples de systèmes isolés. Ce que j'avais répondu plus en haut, là, c'était de dire que l'univers en lui-même, c'est le seul système parfait qu'on peut nommer adiabatique parce que en termes de système adiabatique, ce qu'on rencontre plus souvent, c'est plus dans on pourrait dire qu'un système est isolé que dans un laps de temps donné. Par exemple, quand tu prends un thermos et que tu chauffes la bouillie et que tu la mets dedans, bah, à la fin de la journée, ta bouillie, elle est froide. Mais par contre, si au bout de, je sais pas moi, 5 minutes, tu verras que ta bouillie est toujours chaude. Donc, il y a toujours des fuites. En fait, la notion de système isolé elle est aussi relative. C'est-à-dire que ça dépend de l'expérience qu'on veut faire. Oui. C'est-à-dire que si on a une courte expérience, au cours de laquelle les variations d'énergie sont négligeables, un système qui n'est pas isolé peut devenir isolé. Isolé, tout à fait. Voilà. Donc, l'exemple d'un système pseudo-isolé, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être une voiture en lévitation, ça peut être un mobile sur un coussin d'air. Dès lors que tu as la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur ce système qui s'annule, somme des forces extérieures égale à 0, on parle de système pseudo-isolé. Eh bien, un mobile qui accélère n'est pas un système pseudo-isolé puisque la somme des forces vectorielles qui s'appliquent n'est pas nulle puisqu'elle est égale à la masse par l'accélération. Bien. Et je voulais également intervenir pour un petit peu compléter quelques astuces en fait que je souhaiterais donner aux élèves qui. Ouais, je t'écoute, hein. On t'écoute, Alice. Ah, très bien, merci. Alors la première astuce c'était de savoir que dois-tu emporter avec toi au moment de l'examen. Donc très bien, bien sûr, j'avais indiqué une montre parce que bien sûr pendant ton examen il faut absolument que tu surveilles le maître du temps puisque forcément ton épreuve quand tu vas le faire, quand on te dit une épreuve dure 4 heures ou une épreuve dure 3 heures, en fonction de ta stratégie que tu as choisie, le temps est absolument déterminant. Tu dois apporter avec toi une montre de préférence à l'heure. Et puis, que nous sommes en train de parler d'énergie, il est très, très, très important pour toi de gérer ton énergie quand tu vas en examen. Parce que l'énergie que tu as en début, quand une fois tu as fait ton petit déjeuner et que tu arrives à l'examen, etc., au bout d'une heure, ton énergie n'est pas la même. Au bout de 2 heures de temps, ton énergie n'est pas la même. Donc, c'est pour ça qu'on recommande des fois d'apporter une bouteille d'eau, d'apporter peut-être un fruit comme une banane. J'avais mon prof qui me recommandait des fois pour l'épreuve d'anglais qui durait pratiquement 3 heures,
d'apporter quelque chose de sucré, en fait. C'est pour ça que certains ont souvent des barres de céréales, en fait. Est-ce que j'ai un écho? Est-ce que c'est de ma faute? Non, non, je sais pas, c'est pas. Moi, j'ai pas d'écho, hein. D'accord, je vais essayer de mon côté. Je sais pas si c'est ça qui joue. Ouais, vas-y. Bon, là, moi, j'ai coupé. J'espère que je n'aurai plus d'écho. Ah, merci. Donc, j'ai parlé de temps. Il faut gérer son temps. C'est très important de suivre la cinétique de son temps. Et puis aussi son énergie. Donc, de l'eau, quelque chose de sucré. Et la gestion aussi de la consigne. Donc, généralement, en épreuve des épreuves scientifiques, généralement, c'est 3 exercices indépendants, un problème. Peut-être 4 exercices indépendants, un problème. Et en fonction des points qui sont alloués, vous devez systématiquement voir quel temps vous devez passer sur chaque exercice en vous mettant en place une marge de sécurité. Par exemple, si vous avez calculé qu'il vous fallait 9 minutes par point, bah, essayez un petit peu de vous laisser une marge, peut-être de passer entre 5 et 7 minutes par point pour pouvoir les gagner très rapidement ce point et être efficace. Donc c'est une astuce que vous pouvez appliquer en avance de phase avant d'aller en examen, en vous testant en examen blanc chez vous, pour voir voir votre rapidité pour répondre rapidement à certains exercices. Ensuite, j'ai dit quelle est la stratégie à adopter face à votre capacité réelle. Donc, votre capacité réelle, ça se trouve, vous n'avez pas suivi tous les cours, ou bien vous n'avez pas, bien révisé à tous les cours, que ce soit la géométrie, que ce soit les stats, les probas, ou les fonctions, etc. Enfin, vous devez être très conscient de vos capacités quand vous vous rendez. Je prends ça, c'est l'exemple des maths, mais bien sûr, on pourra avoir exactement la même chose en physique. Donc, vous devez être vraiment conscient de vos capacités réelles à faire face à l'épreuve. Parce que franchement, si vous n'avez pas révisé les probabilités, si vous n'avez pas révisé, je sais pas moi, les fonctions, etc. et tout, ça ne sert à rien de passer autant de temps, alors que vous savez très bien que selon votre capacité, vous n'y arriverez pas, parce que vous n'avez pas travaillé ce truc. Par contre, si vous êtes sûr que vous avez bien travaillé sur un point donné, et ben stratégiquement, il vaudrait mieux commencer par là où vous êtes certain d'exceller et choper rapidement ce point le plus rapidement possible. Donc, c'est très important de mettre en place une stratégie quand vous voulez attaquer une épreuve. Commencez par là où vous sentez le plus à l'aise et là où vous pouvez choper le maximum de points le plus rapidement possible. J'ai également posé la question de savoir, sais-tu comment appliquer une marge ou un coefficient de sécurité à la valeur en temps de chaque point que tu as calculé. Donc, pour une épreuve qui dure 4 heures, et tu vas diviser tu vas multiplier 4 par 60 et après tu vas diviser par 20 pour voir combien vaut chaque point. Et après, derrière, utiliser une stratégie comme je disais tantôt, si ça vaut 9 minutes par point, essaye d'appliquer une coefficient de sécurité et passer entre 5 et 7 minutes pour résoudre ton exercice et choper un petit peu le point rapidement. Ensuite, comment compartimenter à l'écrit chaque consigne? Donc, vous avez des exercices, comme je disais tantôt, entre 3 exercices et un problème ou 4 exercices et un problème. Tout dépend, en fait, moi, je prends l'exemple de la France, généralement, c'est 3 et un problème et 4 et un problème, c'est à fait spécialité mathématique. Alors, compartimenter à l'écrit chaque exercice, ça ne sert à rien vous commencez un exercice, vous l'avez pas achevé et tout de suite à la suite, vous commencez le deuxième exercice sur la même feuille. Et ben ce qui va se passer, c'est que quand il va vous rester un petit peu de temps et que vous souhaitez revenir, vous serez un petit peu embrouillé parce que en fait vous n'avez pas prévu on va dire une marge suffisante pour pouvoir achever l'exercice. Donc le mieux c'est d'appliquer la stratégie qui consiste à compartimenter vos exercices, quoi. C'est-à-dire vous avez pris une feuille ou 2 par exercice et ben vous le faites et après vous reprenez une autre de sorte à pouvoir revenir aisément là-dessus. Ça facilite énormément la tâche.
Ensuite, je pense que là, Serge va beaucoup nous aider là-dessus. En ce qui concerne la répartition, en fait, des points, parce que vous savez que les points, en fait, dans une épreuve, généralement une épreuve scientifique, sont repartis par difficulté. Donc, si vous regardez dans chaque exercice, un exercice qui vaut 5 points en tout, je pense qu'il y a généralement au moins 2 points, voire la moitié, qui sont à la portée d'un grand nombre. Après, plus vous avancez, etc., peut-être qu'il y en aura un point qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde, c'est-à-dire c'est à la portée de ceux qui ont vraiment excellé. Donc, essayez, dans un premier temps, de repérer ces points faciles-là, ces points faciles à saisir, en fait. C'est-à-dire que chaque exercice, il y a forcément des exercices très faciles, des questions très faciles à répondre. Bah, si stratégiquement vous mettez en place cela, eh ben, normalement, vous êtes supposé parcourir tous les exercices, choper tous les points et après revenir, si vous avez bien appliqué votre coefficient de sécurité concernant le temps, revenir maintenant sur les choses difficiles. Donc Serge, tu peux nous parler un petit peu de la répartition gaussienne, s'il te plaît? Alors, la répartition des points suivant la loi de Gauss, bah, déjà, c'est un peu compliqué d'appliquer sur une copie sur une simple copie, parce que on se retrouve sur les 4, 3, 5 exercices. Et en fait, pour véritablement parler de Gauss sur les répartitions des copies, il faudrait par exemple une épreuve où il y a, je sais pas moi, 100 questions ou 150 questions qui suivent une certaine logique. Donc en fait, je dirais que ce n'est pas spécialement une répartition, c'est pas toujours une répartition de Gauss. On sait simplement que l'usage, si on veut parler de Gauss, c'est partant de l'expérience, de l'ensemble des expériences qu'on a souvent eues. Par exemple, à chaque fois au bac, on a souvent eu la question 2 qui faisait 2 points, la question 3 qui faisait 3 points, ainsi de suite. Il faudrait travailler sur plusieurs épisodes, sur plusieurs épreuves, pour avoir à peu près une tendance et dire, bon voilà, il y a plus de probabilité, par exemple, que les questions de tel type arrivent à tel moment, ainsi de suite. Donc, on peut parler de répartition de Gauss à ce moment-là, mais sur une épreuve typique, c'est simplement d'organisation, c'est-à-dire qu'il faudrait, le plus important, c'est que le gars repère les questions dont il est sûr d'avance qu'il peut répondre, il les répond, et puis il se casse sa tête sur ce qu'il ne peut pas, quitte à ce que si au dernier moment il a une inspiration, il n'y a pas de regret. Ce qui trompe souvent beaucoup d'élèves, c'est des gens qui, à un moment donné, parce qu'ils veulent absolument respecter l'ordre, ils veulent absolument respecter l'ordre de la copie, se font berner. La copie, c'est un ordre, mais ce n'est pas forcément dit que vous êtes obligé de commencer par cet ordre, de suivre cet ordre-là. C'est un ordre d'exercice, c'est un agencement qui a été choisi au hasard. D'aucuns vont trouver que c'est le bon ordre pour eux de faire l'exercice, d'autres pas. Voilà, mais il faut bien choisir un ordre. Mais vous n'êtes pas forcément, sauf quand les questions sont interdépendantes. Tu récupérer ton téléphone blanc? Non, je suis au téléphone avec. Sauf quand les questions sont interdépendantes. Sinon, a priori, si les questions sont indépendantes, vous pouvez le faire suivant n'importe quel ordre. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut voir la chose. Parce que vraiment, la gaussienne, ça demanderait qu'on ait beaucoup de données, quoi. Ça demanderait trop de données. Oui, tout à fait. Ça demanderait beaucoup de données, effectivement. Bon, j'avais déjà eu à pratiquer j'avais repéré cela quand j'étais en classe de terminale. Ah oui, d'accord. Je m'amusais, en fait, et je pense que ça existe toujours, hein. C'est un livre qui, après, pour ceux qui sont en France, ou ceux peut-être qui sont aussi au Cameroun, peut-être ils peuvent commander ce livre-là. Ça s'appelle 1000 exos de mathématiques. Et effectivement, dans ce livre, il y a 1000 exos de mathématiques. Ah, ouais, voilà. Ça devient très intéressant, oui. Avec ça, voilà. tu peux établir quelque chose. Voilà, tout à fait. Et donc, on peut remarquer qu'il y a une espèce de schéma qui revient tout le temps. Et pour celui qui a juste vraiment suivi les cours en classe, etc., qui a soigneusement fait ses exercices, qui n'a 100% plus, il peut facilement choper un tiers des points. Mais vraiment, il peut choper un tiers des points pour quelqu'un qui a travaillé, voilà. Après, pour quelqu'un qui est allé au-delà, bien sûr, il peut se retrouver dans les 2 tiers. Et puis, celui qui est vraiment, comme on dit au Cameroun, les bao, voilà.
En tout cas, bon, en tout cas, on va y revenir demain. Demain, je parlerai probablement de statistiques. En fonction de la disponibilité, je parlerai des statistiques et peut-être on reviendra sur Gauss. Je ne sais pas s'ils voient Gauss en terminale, je ne suis pas sûr. Parce que pour parler de Gauss, il faut pouvoir faire l'intégrale de Gauss. L'intégrale de Gauss, ça part en fait de l'intégrale de exponentielle moins x carré. Et ça, tu ne peux pas le faire en terminale, tu peux le faire à l'université, à moins qu'ils aient un outil en terminale qui permette de le faire. Mais en fait, tu es obligé de l'intégrer en 2D, faire un passage en coordonnées polaires, et vous tombez sur quelque chose de racine de pi ou racine de 2pi, je ne sais plus trop. Et c'est à partir de là qu'on a déduit la loi de Gauss. Donc, c'est l'intégrale. Vous êtes pour intégrer exponentielle moins x carré sur R. Il faut intégrer l'exponentielle de moins x carré plus y carré sur R carré. Et puis, remarquez que la fonction exponentielle, quand vous faites x carré plus y carré, c'est le produit de x carré par le produit de y carré. Et le déduit donc l'intégrale de moins x carré. Parce que quand tu fais passer ça en r carré, tu passes en coordonnées polaires, pardon, ça te donne l'intégrale de exponentielle moins r carré sur un disque de rayon r. L'intégrale de cette fonction sur un disque de rayon r quand r tend vers l'infini. Donc ça devient beaucoup plus facile, ça devient beaucoup plus facile à intégrer. Et une fois qu'on a cette intégrale, là, on constate que c'est le carré d'exponentielle moins x carré. C'est comme ça qu'on déduit la loi de Gauss. Et ça, il faut les changements de variables en coordonnées polaires et tout ça. Donc, c'est plus à l'université qu'ils voient les lois de Gauss. Donc, je ne peux pas trop en parler. Par contre, ils voient le schéma de Bernoulli. Ils voient sans doute aussi les lois binomiales. Et peut-être certains exemples de lois binomiales, en fait. Oui, tout à fait. La loi normale. La loi normale, justement, c'est la loi de Gauss. Ils voient la loi uniforme. La loi uniforme, c'est celle qui dit que dans un, je sais pas moi, c'est une variable aléatoire où à chaque élément, tu associes une fréquence uniforme qui est en fait l'inverse de la taille de l'échantillon. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la loi uniforme. Mais la loi normale, c'est vraiment une loi intéressante. C'est-à-dire que la loi normale te dit que quel que soit le désordre que tu vois, il y a une information normale qui paraît. Quand tu fais les erreurs, quand tu étudies les erreurs dans un processus, quand tu les traduis, c'est toujours sous forme d'une loi normale. D'ailleurs, je vous parlerai ici, je vous invite à aller regarder les vidéos sur YouTube, la planche de Galton, c'est très intéressant. En fait, on vous dit en fait que quand vous avez 10 000 processus qui dépendent de 100 000 processus différents, la résultante suit une loi normale. C'est-à-dire que aussi grand que le chaos. Oui. C'est nul ça, non? Mais non, on l'a pas encore fait cuire. C'est un brookie. En haut, c'est du cookie. Et en dessous, c'est du brownie. Brookie. D'accord. Donc, quel que soit le désordre qu'on a, quelle que soit la complexité du processus, la loi normale est tout fabuleux. C'est une loi qu'on ne sait pas expliquer. Tu prends la taille des gens dans une population, tu la mets suivant le nombre de personnes qui mesurent une certaine taille. Vous allez voir que la courbe, c'est une loi normale. C'est-à-dire que dès lors que vous avez plusieurs variables qui impactent un processus, la résultante, c'est une loi normale. Celui qui l'a remarqué s'appelle Laplace, le théorème de la limite, le théorème central limite. Attends, c'est Laplace ou Moivre d'ailleurs? Tiens, je confonds souvent ces deux-là. Je ne sais même plus si c'est Laplace ou Moivre. En tout cas, c'est Moivre peut-être, ou Laplace. Je ne sais plus. Allez, c'est l'un des deux. Théorème central limite, c'est formidable. Donc, quel que soit ce que tu veux, tu finis. Et la meilleure façon de démontrer, c'est la planche de Galton. Tu prends une bille en haut, tu prends plusieurs billes que tu mets en haut d'une planche où il y a des pics qui sont disposés sous forme de losange. Ça veut dire que quand la bille tape sur un des pics, elle a deux directions. Donc, loi binomiale, c'est-à-dire que tu as échec, réussite. Elle peut prendre deux directions différentes. Vous allez remarquer que la résultante, si vous mettez des tubes en bas, la répartition des billes dans le tube suit une loi normale. Eh bien, là, on vient de démontrer que lorsque vous additionnez plusieurs lois binomiales, elles convergent vers une loi normale. C'est formidable, la loi de Gauss. Je pense que quand vous allez aller à l'université, j'invite beaucoup d'étudiants à creuser cette loi-là. Vous allez comprendre le monde totalement différemment. Vous le verrez autrement. C'est une loi fabuleuse. Oui, je la trouve très intéressante. Quand on fabrique des pièces automobiles et qu'on cherche les tolérances,
la distribution des dimensions suit. Si la machine est réglée pour un certain truc, la distribution des pièces suit une loi normale. C'est-à-dire que tu vas trouver 150 pièces qui vont avoir la dimension pile poil que tu voulais. Tu vas avoir une certaine quantité qui va en avoir un peu plus, un peu moins, ainsi de suite. Quand tu positionnes ça en fonction du nombre de pièces, loi normale, les gars. C'est un truc de malade. C'est formidable. Quand tu traces, c'est tout. Quel que soit le chaos, quel que soit le désordre, quelle que soit la complexité du processus, quel que soit même si tu n'es pas capable de savoir les différents impacts, tu sais simplement que la résultante, c'est une loi normale. Et ça facilite tout. Ah, c'est génial. Parce que lorsque tu fabriques une pièce, il y a plusieurs aléas. Et le processus de fabrication suit plusieurs lois. Tu peux avoir, par exemple, la machine à polir qui suit une loi de Fisher-Snell-Decor, l'autre suit une loi de Student, tu en as un autre qui suit une loi binomiale, qui a des fonctionnements suivant une loi binomiale, et ainsi de suite. Et en fait, la pièce au final est la résultante de toutes ces variables aléatoires. Eh bien, on te dit que lorsque tu as quelques variables aléatoires déjà, au-delà d'un certain nombre de variables aléatoires, eh bien, tu peux passer en loi normale. C'est pour ça que quand vous faites la loi binomiale, quand vous positionnez les résultats sous forme de diagramme bâton, elle a la forme de Gauss. C'est pour ça qu'on approxime la loi binomiale à la loi. Bon, on approxime la loi binomiale à la loi de Gauss dès lors que quelques conditions sont réunies, n supérieur à 30 et probabilité contenue entre 0,20 et 0,80. C'est normal, hein, entre 0,20 et 0,80, parce que si tu fais entre 0,20 et 0,90, ça veut dire que de l'autre côté, du coup, l'échec donnera 0,1, qui est une probabilité comprise du coup entre 0 et 0,20. Donc c'est faux. Donc c'est 0,20 et 0,80. Les deux sont vérifiés. Bon, on ne va pas se compliquer les choses de façon à troubler nos gars qui vont regarder ça. On va lire le direct et on va parler de statistiques éventuellement demain. Et je pense que beaucoup de personnes qui font la statistique à l'école, qui ne comprennent pas à quoi ça sert, croyez-moi les gars, c'est très utile. Je vous jure. C'est très intéressant, franchement. Je vous jure, la statistique, c'est fabuleux. Vous aimez les marabouts en Afrique? Eh bien, oubliez les marabouts. La statistique vous permet de mieux prédire que les marabouts. La statistique vous permet de mieux prédire que les marabouts. N'allez plus dépenser vos sous chez les marabouts. Dépensez cet argent, vous achetez un livre de statistiques, statistiques pour les nuls, tout ce que vous voulez. Allez même regarder les vidéos de statistiques, statistiques pour les nuls, tout ce que vous voulez. Vous allez voir que quand vous comprenez l'aspect pratique de la statistique, vous ne voyez plus la vie de la même façon. Vous ne pouvez plus écouter les hommes dire n'importe comment. Vous ne pouvez pas vous laisser berner par Didier Raoult. Non, vous ne pouvez pas. Même s'il a raison, il peut avoir raison pour de mauvaises raisons. La statistique aussi vous apprend que ce n'est pas parce que quelqu'un a raison pour les mauvaises raisons qu'il faut le suivre. Il faut suivre quelqu'un qui a raison pour les bonnes raisons ou quelqu'un qui a tort pour les bonnes raisons, mais pas quelqu'un qui a raison pour les mauvaises raisons. On peut avoir raison pour les mauvaises raisons. Didier Raoult a peut-être raison, mais lui, il sait très bien qu'il a raison pour les mauvaises raisons. Parce qu'un médicament, ça se teste. Et pour pouvoir dire qu'un médicament est efficace, il faut éliminer l'effet placebo. Et ça, on n'a pas vu. On n'a pas trop vu. Hein, on n'a pas trop vu. Moi, j'ai regardé beaucoup de débats des gens critiquant Didier Raoult. Ça, c'était les médecins. Et là, ils parlaient un langage que je comprenais. C'était de la statistique. Je me retrouvais quand même dans mon milieu. Dans ces directs-là, il n'y a même pas 500 personnes. Hein. Il n'y a pas 500 personnes. Il n'y a pas 500 personnes. C'était hyper intéressant. J'en ai partagé d'ailleurs un sur ma page. Mais par contre, quand il y avait des clowns qui prenaient des livres entiers disant c'est un complot, je vous dis c'est un complot. 2 millions de vues sur Facebook. Dont au moins 1 500 000 chez les Noirs et pratiquement 300 000 chez les Bamileke eux seuls. C'est terrible. Toujours on les revoit partout ces gens-là à chaque fois. On les revoit partout. Ils suivent une loi normale ou pas? C'est ça. Une loi normale centrée, je te jure. Tu peux pas les éviter. La connerie des Bamileke, ça suit la loi normale de Gauss, je te jure. Ah là là, bah en tout cas, Alice. Oh, ça rappelle, non? Donc, je vais arrêter. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, beaucoup de courage aux petits bacheliers. Là. Bonne chance aux bacheliers. S'il y a des gens qui ont des questions, qui m'écrivent inbox, je me ferai un plaisir de leur répondre. S'il y a un théorème que vous avez vu en classe, dont vous n'avez pas compris, je peux vous répondre parfois. Mieux comprendre l'application permet de mieux comprendre le théorème. Donc, appelez-moi. Écrivez-moi inbox, je vais vous répondre. Voilà. Bonne chance et à demain. Et si le volume a été bon, partagez, envoyez le lien à vos petits frères qui sont au Cameroun. Ils seront moins cons. Au pire,
Évitez de parler des histoires à la con de Facebook. Parlez des vrais sujets à l'approche du bac. Bonne chance à vous tous.